Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Salut Olivier Allô? Guillet. Il y a comme une petite fébrilité. Oui, il y en a une. Qui accompagne cette dernière émission de la saison. Et toi, es-tu fébrile? Ben oui, quand même. Ça a été une saison magnifique. Les auditeurs sont tellement présents. Vous faites tellement partie de nos vies. C'est drôle parce que j'ai croisé Maria hier. Maria est une auditrice originaire du Portugal. Je l'ai rencontrée alors que j'allais déposer à la coop de solidarité Les Valoristes, tout près ici du terminus Berry-UQAM, terminus voyageur. Il y a cette coop, si vous les connaissez pas, ça vaut la peine. Vous allez porter vos canettes, vos petites bouteilles de bière, vos bouteilles de tout ce que vous voulez. Ils prennent même, grâce à un programme spécial, ils prennent même en ce moment des bouteilles de vin. Normalement, c'est consigne-action. Comme on sait que ça marche pas fort, moi, je suis allée les porter aux Valoristes. Et Maria est venue me voir pour me dire merci de nous accompagner dans ma radio, dans ma maison. Je vous écoute. Saluez toute votre équipe. Alors, je le fais. Olivier, Maria nous écoute. Je salue Maria et tous les auditeurs comme ça qui nous ont adoptés entre 1h et 3h, mais aussi tout au cours de la journée, parce que je sais que vous êtes très présents également dans l'émission de mes collègues. Alors, vous savez, cette émission, je vous l'avais dit au début, il y a 2 ans presque maintenant, elle est pour vous. C'est pour vous qu'on fait ça. Sinon, pourquoi? À quoi bon? On peut bien se raconter des histoires. Ben oui. Et des histoires, il y en a. Il y en a tellement. L'actualité est foisonnante. On va parler des tunes de l'été complètement en fin d'émission. Vous allez devoir rester avec nous et réfléchir d'ici là à c'est quoi, d'après vous, la tune de l'été 2025? 26, pardon. 26, ben, écoute, je suis déjà dans la nostalgie. Ben oui. C'est pas évident. Non, c'est difficile. Je l'ai fait l'exercice aussi et j'ai eu de la difficulté. Voilà. Et comme je suis Gémeaux, c'est impossible pour moi de choisir une seule chose. J'ai donc quelques tunes. Bon. Et nous comptons sur les auditeurs pour nous suggérer votre tune de l'été 2026. On a le droit, parce qu'ici, on met pas de barrière, on est bien ouvert, on a tous les droits. On peut aller fouiller dans des vieilles bonnes tunes qu'on aime. T'as juste à les remixer, puis ça marche. Toi? Ah, c'est un indice? Oui, complètement. Oui, exactement. Mais on va d'abord parler parce que, écoute, quand tu dis l'histoire se répète, malheureusement, on s'est parlé depuis les derniers mois du dossier santé numérique. Hein? On s'en est-tu parlé? Plutôt 3 fois qu'une. Le fameux DSN. Le fameux DSN. Et tu as vu ça sans doute comme les auditeurs. Là, ce matin, il y a des médecins qui sonnent l'alarme parce qu'ils disent, là, c'est pas drôle. On fait face à des ratés dans l'installation de ce système-là. Je vous rappelle que c'est dans 2 régions, là, 2 projets pilotes. Là, c'est rendu que il y a un impact sur les soins. Il y a des délais pour amorcer des traitements de chimiothérapie qui font en sorte qu'il y a des médecins qui envoient leurs patients à l'urgence pour qu'ils soient traités à l'urgence, qu'il y ait leur chimio à l'urgence, parce que dans les 2 régions où il y a implantation en ce moment, projet pilote du DSN, le dossier santé numérique, ça marche pas. Il y a même, semble-t-il, eu des problèmes liés à l'insuline qui ont provoqué des surdoses. Là, je lisais ce matin dans le Journal de Montréal, aucun décès n'a été rapporté pour l'instant. Aïe, c'est inquiétant. Voyons donc. Et il y a des médecins qui disent, au-delà du mauvais climat de travail, là, parce que forcément, ça crée de la tension, tout ce monde-là, les directions d'établissement, les médecins. Là, ça a l'air que même les dentistes, les pharmaciens, là, les conseils des médecins, dentistes, pharmaciens, c'est pas drôle, les meetings. Ils s'ajustent. Santé Québec continue de dire, aucun patient n'est traité hors délai. Nous avons, sachez-le, essayé de joindre Santé Québec, comme d'habitude, depuis le mois d'octobre, incapable de leur parler. C'est pas grave. Nous avons avec nous d'autres personnes qui ont décidé de prendre la parole. Le docteur Grégoire Bernèche est avec nous. Il est président de l'Association des radiologistes du Québec. Radiologiste d'ailleurs à l'hôpital Pierre-Boucher. Bonjour, docteur Bernèche. Bonjour, Mme Maréchal. On s'est parlé quelques fois. Vous étiez dans l'équipe des plutôt optimistes par rapport au DSN. Êtes-vous toujours aussi optimiste, Dr Bernèche, quand vous voyez que des médecins disent « c'est dangereux ce qui se passe, c'est le chaos total, c'est inefficace ». Il y en a même qui disent « on est tellement scandalisés, là, on veut juste s'en aller, on veut même plus continuer de jouer là-dedans ». C'est pas ce qu'on nous disait de Santé Québec là, depuis le début.
On peut difficilement rester optimiste, Dr Bernèche, là. Votre position aujourd'hui? Même moi, Madame Maréchal, qui suis un éternel optimiste, puis vous avez raison de le souligner, on s'en était parlé, puis j'en parlais avec des termes, disons, à tout le moins nuancés, voire même enthousiastes, parce que je pense qu'une transformation numérique est nécessaire dans le réseau, mais il y a des grands pans de cette réforme-là qu'on est en train d'échapper dans ces 2 centres hospitaliers-là. Donc moi-même, je vous dirais qu'il y a des choses que je trouve actuellement, 1 mois après le déploiement, qui sont rendues totalement inexcusables. Je pense que ce qui est ça. Écoutez, la première des choses que je vous dirais, c'est que juste le fonctionnement est encore trop lent. Donc, c'est plus en surface, je le sais, mais le nombre de pop-up qui arrivent, puis en radiologie, on est censé fonctionner sans papier grâce à ce système-là, mais finalement, il y a un pop-up qui dit voulez-vous imprimer le rapport, puis sur quelle imprimante voulez-vous l'imprimer? Chose qu'on n'avait jamais à faire avant, ça n'a pas rapport. Il y a des secrétaires qui s'occupent d'envoyer ça électroniquement. Mais devenez donc, à Montréal, là, dans les dernières semaines, il y a un rapport radiologique qui a été imprimé dans un Canadian Tire, à quelques kilomètres de l'hôpital. J'ai aucune idée comment c'est arrivé, mais on se retrouve avec des pop-up et des bugs qui pouvaient être cute, entre guillemets, là, je le dis à la blague, les premiers jours, mais là, on est 1 mois plus tard, puis il y a encore ces problèmes-là. Il y a des problèmes... Attendez, là, vous venez de me dire quelque chose... Vous dites, Dr Bernèche, il y a un dossier de radiologie d'un patient, donc, que vous deviez consulter, je suppose. Donc, on vous l'a envoyé. Au lieu d'atterrir dans votre bureau, il s'est ramassé au Canadian Tire? Non, au bureau, en gros? Au Canadian Tire, je sais que c'est anecdotique, là, mais c'est juste pour vous dire des anecdotes comme ça, de toutes les heures que je passe éveillé par jour, j'en ai une à chaque heure à peu près depuis 1 mois. Au début, comme je vous dis, c'est correct, on s'attendait à ce que... C'est le Canadian Tire. Permettez-moi de rester collé 2 minutes sur le Canadian Tire. J'en reviens juste pas. Plaisir d'en parler. J'en reviens juste pas, voyons donc. Là, c'est le Canadian Tire qui a appelé, qui vous a appelé, qui a dit, excusez-moi, Dr Bernèche, je pense que j'ai un dossier de vos patients. Oui, et c'était pas mon rapport, juste pour être clair, c'était celui d'un collègue, mais c'est une histoire qui est vérifiée là, et qui est connue par le site. C'est dans quel Canadian Tire? C'était dans quel coin? C'est dans votre coin, ça? Ah, je l'ignore, mais c'était dans l'île de Montréal. C'était dans l'île de Montréal. Puis, moi, c'est que là, c'est un Canadian Tire qui est bienveillant, qui a appelé, puis qui avait des informations confidentielles entre les mains, mais combien de gens ont reçu, via un faux numéro de fax ou d'imprimante, un document confidentiel, c'est un petit peu inquiétant. Regardez, je veux pas en faire une histoire complète dans le sens que vous allez parler à 100 médecins, puis vous allez avoir 100 opinions différentes sur ce qui se passe sur le dossier santé numérique actuellement, et il y en a probablement une minorité, mais significative, qui disent déjà ça roule mieux qu'avant. Ça aurait dû être 90% du monde qui disent ça après 1 mois. Mais là, c'est une minorité, mais ils sont pas inexistants. Cela dit, il y a une grosse proportion des radiologistes, mais aussi, en particulier, des gens qui font de l'hospitalisation, qui trouvent qu'il y a des problèmes qui sont, si je peux me permettre, encore plus profonds que ce que je vous dis sur la transmission des données avec le Canadian Tire. Et je vais peut-être parler en particulier de la délégation des actes médicaux et des actes d'infirmières. Quand ils ont changé la plateforme du jour au lendemain, des ordres verbaux, ça se faisait. Le médecin appelait l'infirmière, le médecin était à domicile, appelle l'infirmière, disait le patient, j'ai eu un appel, va pas bien, prescrit du Tylenol, pour dire n'importe quoi. L'ordre verbal se faisait. Maintenant, l'ordre verbal n'est plus accepté par plusieurs départements d'infirmerie. À tort ou à raison, là, je pense que ça va finir par revenir. Mais il y a des gestes comme ça qui étaient simples, qui étaient intégrés et qui se sont désintégrés puis rapatriés dans la cour de certaines personnes. Même chose des infirmières qui ont pris des tâches dans leur profil EPIC qui étaient auparavant au commis. Fait que ça, je vous dirais, dans le plus structurant, c'est une des choses qui me dérange le plus. Puis au niveau de la traçabilité, qui serait le deuxième point, le premier, c'est les actes délégués qu'on a perdu beaucoup, qu'il va falloir remanier comme avant. C'est le deuxième, c'est la traçabilité. Délégué? C'est quoi un acte délégué? Je veux dire, par exemple, de transcrire la fiche de médicaments. Là, c'était fait beaucoup par des techniciens en pharmacie qui s'assuraient que tout balançait. Mais maintenant, parce que ce n'est pas retranscrit depuis le dossier Santé Québec qu'on appelait avant dans le DSM, dans EPIC directement, on se retrouve avec des médecins qui passent probablement des heures par semaine à retranscrire des médicaments. Puis on se retrouve avec des situations absurdes où des cardiologues doivent represcrire l'hormonothérapie d'une femme ménopausée. Ils n'ont aucune compétence là-dedans. On s'était fait promettre des techniciens en pharmacie supplémentaires pour pallier à ce problème-là. La promesse était probablement la bonne solution, sauf que ça c'est pas arrivé, on attend encore. Aïe, aïe, aïe. Olivier. Docteur Bernèche, on parlait d'infirmières. En ce moment, au 1-877-827-2346, nous avons Darlene, qui est infirmière, qui aimerait nous parler. Oui, bonjour, Darlene. Oui, bonjour. Vous êtes-vous dans un des 2 projets pilotes, par hasard? Non, pas du tout, mais on reçoit les déboires liés à ça, par exemple. Oh, c'est vrai? Ça a des répercussions chez vous? Vous êtes où exactement? Dans quel coin? Je suis dans les Laurentides. OK. Racontez-moi. Dans le fond, hier, pas plus tard qu'hier, on a reçu justement une patiente
avec des documents complètement incomplets, c'est du chinois, des documents de Santé Québec. Dans le fond, un peu comme ce que le médecin disait, normalement, on reçoit ce qu'on appelle un BCM, donc un peu la Bible de la médication. On appelle le médecin, on retranscrit, c'est bien fait. Là, avec Santé Québec, ils n'ont pas prévu les patients qui sont transférés vers les centres qui n'ont pas ce système-là. Donc, les infirmières impriment ce qu'elles pensent pouvoir imprimer. Donc, l'information, elle n'est pas complétée. On reçoit des listes de médicaments qui sont manquants. Et cette patiente-là est arrivée avec énormément de douleurs. Mais moi, je n'avais pas la documentation nécessaire pour appeler le médecin pour represcrire la médication. Donc, on a une madame qui est en douleur pendant plus de 2 heures de temps, qui a reçu que du Tylenol, qui avait plusieurs médicaments, dont l'hydromorphe constant, beaucoup de médicaments qui demandent des surveillances. Exactement. Donc, j'appelle le médecin. Le médecin me dit, mais cette madame-là, je n'étais pas censée l'avoir avant demain matin, en parlant d'aujourd'hui matin. Elle ne comprend pas pourquoi le transfert a été fait. Elle n'a pas reçu le rapport du médecin. Elle n'a pas reçu l'appel non plus. Donc, c'est comme un patient qui a été transféré, qui est tombé entre 2 chaises que j'ai eu en admission hier. Exact. Donc, ça m'a pris 2h30, 3 heures, débroussailler tout ça. Puis il faut comprendre que pendant ce temps-là, j'ai d'autres patients à m'occuper. Mais oui, complètement. D'autres patients à m'occuper, 2 soins palliatifs actifs, les demandes des familles, etc. Et cette patiente-là, moi, toute seule, m'a pris plus de 3 heures juste pour débroussailler les feuilles, ce qui était bon, ce qui était pas bon. De rappeler justement l'un des hôpitaux qui est dans le projet pilote. L'infirmière me répond, je le sais pas. Nous aussi, c'est nouveau. Je sais pas quoi imprimer puis quoi envoyer. Donc, elle-même, elle n'a pas été outillée suffisamment pour pouvoir avoir les bons documents, pour avoir les bonnes documentations. Donc, il a fallu, par message texte avec le médecin de garde, trouver une façon de represcrire la médication à cette personne-là qui était en douleur depuis, je vous dis, là, depuis longtemps. Là, elle avait le dos ouvert, une grosse chirurgie et tout. Elle est pognée là-dessus à devoir attendre de recevoir sa médication. Là, on parle de détresse, un haut risque d'erreur également. Donc, ça aurait été bien de penser à comment est-ce qu'on fait les transferts de manière sécuritaire pour les centres, justement, qui n'ont pas encore accès au dossier numérique. Ouais. Parce que nous, on fait encore tout paperasse. Notre pharmacie est fermée. Ils reçoivent rien avant le lendemain. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. T'sais. Ils parlaient des agents administratifs. Nous, de notre côté, notre agente administrative, elle fait pas plus. On n'avait pas d'assistant non plus. Donc, on a dû se battre avec ça. J'appelle l'hôpital en question qui me renvoie des fax. Ça a été une catastrophe. Une catastrophe, vraiment. Aïe, aïe. Fait que là, quand vous lisez ça, chaos, danger, les médecins qui disent c'est raté là, ça met des soins à risque et des patients à risque. Là, vous, Darlene, vous êtes d'accord, puis ça vous inquiète que là, vous avez passé quasiment la moitié de votre journée sur un cas. Imaginez tous les autres qui attendent. Mais est-ce que ça pourrait amener, d'après vous, à des incidents encore plus graves, là? Parce que... Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, en fait, si on regarde un peu le cas, mettons, si je parle de l'hydromorphe contient 18 mg, cette patiente-là, elle m'a nommé recevoir ça. Mais moi, si j'avais pas fait attention, si j'avais juste été sorti la médication dans le besoin absolument de la soulager, je peux la tuer. Si cette médication-là, dans le fond, malgré qu'elle est marquée, parce que j'ai pas de contexte, j'ai pas quand la médication a été débutée, est-ce qu'elle a été déjà essayée sur la dame, j'aurais pu... C'est dangereux, là. Mais c'est grave, effectivement. De médicaments, là. Mais est-ce Donc, que vous pensez, est-ce qu'il y a des collègues avec vous, puis vous, Darlene, là, vous en êtes arrivé au point où vous dites, regardez, là, arrêtez ça parce que moi, je veux pas être responsable de tuer du monde, là? Non, exactement. Donc, on a eu une grosse conversation seulement autour de nous, puis on l'a adressé aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, le médecin en question, elle a été vraiment géniale. On a pris beaucoup de temps à débroussailler tout ça. Ouais. On a réussi à soulager la madame, en fait, un peu plus tôt, avec d'autres types de médications, ne serait-ce qu'au moins en attendant. Mais ça a pris énormément de ressources. Puis ce médecin-là, ce médecin de garde, donc elle a les cas à l'urgence, son soin intensif, son les autres unités aussi qu'il faut qu'elle réponde. Mais là, elle est prise avec moi par téléphone à essayer de débroussailler tout ça. Et pauvre patiente qui se demande ce qui y arrive, là. Darlene, exactement. Merci infiniment de votre témoignage. C'est précieux d'avoir les échos réels du terrain, là. Merci beaucoup. Je me tourne à nouveau vers vous, Dr Grégoire Bernèche. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des radiologistes du Québec, que vous œuvrez à l'hôpital Pierre-Boucher. Ce que vient de nous dire Darlene, c'est loin d'être rassurant.
on peut comprendre, puis vous me l'aviez déjà dit dans d'autres conversations qu'on a eues ici, c'est un peu normal qu'il y ait des bugs au début. Vous avez vous-même déjà travaillé avec le programme EPIC là, qu'on est en train de mettre en place pendant des années en Ontario. Vous aviez quand même dit que ça s'était plutôt bien passé, c'était pas compliqué. Là, là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment compliqué. Puis ce que nous dit Darlene, c'est qu'on échappe. Puis là, il y a des patients qui sont maltraités. Puis là, il y a des médicaments qu'on ne sait pas comment les donner parce qu'on n'a pas l'info. Ça communique pas. Mais il y a quand même des transferts de patients. C'est le méchant bordel, là. C'est-tu normal qu'on passe par là? Ou est-ce que c'est comme une étape obligée? Ou il y a quelque chose qui se passe, qu'on a perdu le contrôle? Non. Et c'est pour ça, puis peut-être que dans les jours suivants, on pouvait pas le savoir parce que c'était normal que tout aille tout croche, puis c'était la même chose quand j'avais vécu cette transition-là en 2019 en Ontario, vous avez raison de le rappeler. Cela étant, des problèmes qui sont aussi structurants, aussi systématiques, qui concernent des choses qui sont plus profondes que juste des lignes de code, mais des modes de fonctionnement intra-hospitaliers qui sont chamboulés à cause d'un logiciel qui n'est pas adapté à la réalité. Ben, écoutez, ça, c'est hautement problématique. Je pense que c'est malheureusement l'exception québécoise parce que c'est un logiciel qui a été implanté dans plusieurs endroits et malheureusement, j'ai pas souvenir à tout le monde en Ontario que c'était même proche de ces problèmes-là. Tu sais, on parle j'apprécie le témoignage de notre collègue infirmière, là. Faut comprendre qu'elle, ce qu'elle a fait une fois, à quel point ça a été pénible. Il y a des médecins actuellement, des infirmières qui le font 10-15 fois par jour en ce moment et que c'est ça leur journée maintenant, alors que c'était 0 minute de leur journée auparavant. C'est très grave. Vous avez compris qu'elle est même pas dans les deux, là. Exact, elle est pognée avec la contamination de ça. Elle est ailleurs dans les Laurentides. Elle voit ça à Montréal, puis elle a quand même les contre-coups de ça, de cette mauvaise implantation. Exactement. Donc là, je pense que, regardez, encore une fois, je suis un gars optimiste. Il n'est pas trop tard pour que le projet ne soit pas une catastrophe ou un échec. OK? Il y a des patients qui sont vus avec EPIC, il y a même certains médecins qui vont vous dire que c'est déjà plus productif la situation. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Mon problème, c'est que les zones qui sont noires sont à ce stade-ci injustifiables. Ça devrait avoir été réglé, mais les billets qu'on envoie à Santé Québec sont répandus de plus en plus lentement parce qu'il y a de moins en moins de ressources affectées. La belle effervescence, entre guillemets, qu'il y avait au début du lancement, l'entraide n'est plus présente. Les gens d'EPIC qui étaient pour la plupart américains, qui étaient sur le plancher, sur place, ont quitté, sont retournés sur d'autres projets. Le support n'est plus aussi important. Et là, on a des problèmes où on est capable de constater que... oui, là, on est dans le service à la clientèle. T'appelles celui à qui t'as acheté la patente à gros frais. Ah, votre appel est important pour nous. Rappelez plus tard. Fait que là, c'est ça. Les gens d'EPIC sont repartis aux States. En attendant, là, je rappelle, 2 implantations par Santé Québec dans 2 CIUS, celui de la Mauricie, Centre du Québec, et celui du nord de l'île de Montréal. Vous m'aviez pas dit que votre conjointe est aussi médecin, n'est-ce pas? Elle est urgentologue à Sacré-Cœur. À Sacré-Cœur, où justement, ce qui fait partie, là, qui est un des deux, là. Fait que comment elle vit ça, votre conjointe? Fait que, je vais me permettre de la citer parce qu'on en parle beaucoup d'EPIC, là. C'est un très beau mariage. On doit parler du DSN 1 heure par jour depuis un mois, là. Ouais. Cela étant, mais elle est plutôt dans la gang qui pense que les améliorations de la productivité vont être au net assez bonnes. Elle a eu le même problème là, de transcription de médicaments. Ils se sont systématisés à l'interne, mais ça lui prend encore beaucoup trop de temps. Le même problème que Mme Dorine nous parlait. Elle a encore ça. Mais globalement, elle m'a dit hier, j'ai vu, on va dire n'importe quoi, mais 15 patients. D'habitude, j'en aurais vu 13 dans la même situation. C'était grâce à EPIC, selon elle, qu'elle avait eu un gain de productivité. Fait que, comme je vous dis, il y a autant d'opinions qu'il y a de médecins sur comment ça se passe avec EPIC. Mon problème, c'est que ceux qui vous disent que ça va mal, c'est plus juste parce qu'ils n'ont pas eu assez de formation. C'est plus juste parce que la courbe d'apprentissage est trop lente. C'est rendu parce qu'il y a des problèmes structurels et je pense que ce n'était pas pris au sérieux jusqu'à récemment et on espère que des interventions comme qui sortent dans les médias aujourd'hui vont pouvoir sensibiliser Santé Québec à prendre leurs responsabilités parce que là, actuellement, c'est plus un problème de formation, c'est un problème qui est structurel. Puis là, les médecins dénoncent aussi, des collègues à vous disent, là, il y a un décalage entre ce qu'on entend de Santé Québec, là, l'histoire qu'on donne dans les médias, comme genre ça va bien, il n'y a pas de délai, Santé Québec se défend, aucun patient, tout le monde est servi, aucun patient ne fait les frais du DSN, de l'implantation. Or, eux, ils disent, c'est pas ça la vérité. Là. Et d'ailleurs, j'aimerais entendre là-dessus, on a Paul Brunet qui est avec nous, on va aller lui parler quelques minutes parce qu'il est président du Conseil pour la protection des malades. Vous me permettrez, Dr Bernèche. Bonjour, Paul Brunet.
Bonjour Isabelle. Paul, on se disait, il y a plusieurs semaines, le DSN, c'est supposé, ça va améliorer les soins. Ça, c'est ce qu'on nous a dit, qu'on nous a vraiment beaucoup rentré dans la gorge. Là, aujourd'hui, Paul, quand tu regardes ça, t'en penses quoi? Avec tout ce qu'on vient d'entendre, le témoignage du Dr Bernèche, Darlene qui nous dit, hey, moi, je suis même pas, je suis dans les Laurentides, puis j'ai les contre-coups de ce qui marche pas dans les 2 projets pilotes. Dès le 4 ou le 5 mai dernier, j'ai écrit, moi, l'Ordre des infirmières, FMSQ, FMOQ, pharmaciens d'hôpitaux. J'ai écrit à mes 2 comités d'usagers d'établissement, autant en Mauricie que dans le nord de la ville. Présentement, ce que moi je sais, selon l'information obtenue de la FMSQ, c'est que les gens ont été consultés. Il y a même des médecins spécialistes qui ont été désignés comme formateurs. Il y en a qui ont participé à la conception même du projet. Alors là, je comprends mal qu'on me dise aujourd'hui que tout est tout croche. Moi, ce que j'entends de cette fédération-là, c'est que les gars et les filles ont été consultés, ils travaillent à cet objectif-là. Est-ce qu'il y a des ratés? Ça se peut. Mais au niveau de mes usagers, en tout cas, j'ai pas eu d'écho. Je sais que dans Mauricie, Centre du Québec, il y a même des usagers qui ont été formés, qui ont été informés dans une session sur le dossier DSN. Les pharmaciens et pharmaciennes d'hôpitaux, elles et eux aussi, ont été consultés. Alors, moi, ce qui m'inquiète, parce que dans une autre vie, c'est ce que je dénonçais le plus des gens spécialisés en informatique, c'est que les gens soient consultés dans la conception. Ceux qui vont driver la patente, est-ce qu'ils ont été consultés au départ? Je suis un peu rassuré. Je sais qu'à l'Ordre des infirmières, on m'a dit, on n'a pas été consultés, on a envoyé des recommandations, puis on espère qu'ils ont été tenus en compte. Est-ce que ça a été le cas? Faudra voir avec à l'usage. Alors, ce que j'ai le goût de dire, c'est que, comme m'ont dit les gens à la FMSQ, il y a des médecins qui ont des craintes, puis il y en a d'autres qui trouvent que ça va bien. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, Isabelle, mon score final, mon indicateur de performance, c'est que dans les prochaines semaines, les prochains mois, est-ce qu'il va y avoir plus de monde, plus de patients ambulatoires qui vont se ramasser à l'urgence que maintenant? Si c'est le cas, ça veut dire que le système ne fait pas de job pour le moment et que il faut qu'il s'améliore, il faut qu'il devienne plus efficace. Parce que moi, ce qu'on m'a dit sur le DSN, c'est que c'est mieux une question d'améliorer l'accès des patients que l'efficacité du système et du fonctionnement. Là, j'entends un médecin qui est pas content puis qui dit qu'il y a des ratés. Mais moi, ce qu'on me dit, parce que c'est là que je prends mes informations, c'est qu'au niveau des fédérations, il y a des gars et des filles qui ont été impliqués. Est-ce qu'ils se sont parlé? Là, il faudrait peut-être que les gens qui ont été formés, qui ont été formateurs, forment ces gens-là pour que ça fonctionne mieux. Mais dans le Mauricie, Centre du Québec, j'entendais... ils ont été formés. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, on apprenait, puis même Mme Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, disait, oui, c'est vrai, le 100 millions là, de la formation des SN, ça n'a pas été adopté selon les règles de l'art. Puis ça a été un budget qui a été rajouté parce qu'on avait comme oublié cet élément de formation. Peux-tu croire? Fait que, ils ont-ils été tous formés comme il se doit? Ben là, puis comment ça, c'est le système qui marche pas? Tu vois, le docteur Bernèche, il a travaillé avec EPIC. Puis il y en a d'autres qui ont travaillé avec EPIC dans le reste du Canada aussi, puis ça marchait bien. Fait que y a-tu comment vous disiez ça, docteur Bernèche? Est-ce que c'est l'exception québécoise? L'exception québécoise. La société distincte. Moi, j'aurais le goût de répondre à ça. La gang, là, les spécialistes, entre autres, vous êtes-vous parlé? Vous êtes-vous formés? Il y a des gars et des filles qui ont été nommés pour être formateurs là-dedans. Est-ce que vous êtes formés? Vous êtes-vous parlé entre vous quand le système a été annoncé avant même qu'il ne démarre? Je ne sais pas. Moi, ce qu'on me dit à la FMSQ, non, mais après, tu as le day-to-day, tu comprends? Tu as toute la journée, tu as les patients qui arrivent, tu as toute la journée, la vie d'un hôpital. Et en Mauricie, Centre du Québec, j'ai entendu dire qu'il y avait effectivement des ralentissements au niveau de l'oncologie, certains traitements. Et j'ai dit à ces gens-là, il y a 3 cliniques privées en oncologie que Santé Québec aurait pu utiliser pour éviter que des patients soient retardés dans leur traitement. Est-ce qu'on l'a fait? Je ne suis pas au courant que ça a été fait, mais il y avait des moyens de passer parallèlement pour que des gens, notamment les gens qui sont épris du cancer, puissent être soignés dans un délai raisonnable. Peut-être et je que ne suis ça pas se au fait, courant que ça s'est fait. Oui, mais tu sais quoi? Tu sais pourquoi tu n'es pas au courant? Oui, avez-vous la réponse, Dr Bernèche? Allez-y. Il y a eu beaucoup d'implications des médecins, puis je pense, M. Brunel, c'est ça que vous sous-entendez. Là. Le seul problème, c'est que
la courroie de transmission dans ce qui est le coding, le logiciel, tout ça ne s'est pas fait, puis les systèmes qu'on fait, comment on les procède au Québec ne se sont pas rendus dans le flux de travail comme ça aurait dû être, puis comme on était habitué auparavant. Que les pratiques soient chamboulées, c'est une chose, parce que c'est un mal pour un bien. Moi, je pense que c'est encore possible que ce soit une courbe en J, puis qu'on ait une baisse de productivité un peu plus longue que prévu, puis que ça réaugmente. Mais je pense que ce que vous dites, M. Brunet, c'est vrai, mais c'est également vrai ce qui est dit par des médecins sur le terrain, qu'il y a des problèmes. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Exact. Initialement, quand je suis allé au micro de Mme Maréchal pour parler du DSN, il y a peut-être un mois, lors du lancement, je me faisais très rassurant. La raison principale, c'est exactement ce que vous dites, M. Brunet, c'est qu'on était dans une situation où des députés puis des politiciens disaient que les patients allaient mourir. Non, non, non. Les patients, ça se peut qu'il y en ait qui fassent les frais, malheureusement, en oncologie actuellement, je ne le nie pas, mais on est surtout dans un problème d'efficacité du système avec un outil onéreux qui visait à rendre le système plus efficace. C'est ce paradoxe-là que je dénonce en ce moment et qui est important. Est-ce que les malades sont traités? Oui, ils sont traités, vous avez raison, puis je veux rassurer tout le monde. Je pense qu'il y a des problèmes en oncologie, encore une fois, là, qu'il va falloir se pencher spécifiquement. Oncologie, mais globalement, le système fonctionne. Cancer. Oncologie, cancer. Exact. Cancer. Ouais. Fait que je ne nie pas ce que vous dites. Oui, on a été impliqués, puis il y a des gens qui ont travaillé bénévolement des dizaines, des centaines d'heures parmi la communauté médicale pour s'assurer que ça aille bien. Et encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Plusieurs personnes vont vous dire que ça va bien. Et je pense que pour les patients, puis ça, c'est probablement la meilleure chose là-dedans. Pour la plupart des patients, c'est pratiquement invisible, toutes ces transformations-là. Puis c'est tant mieux. Mais en arrière du rideau, il y a des difficultés. Je voulais en faire part aujourd'hui parce que j'avais un discours davantage optimiste il y a un mois lors de l'implantation. Et je dois reconnaître que ça va trop lentement par rapport aux expériences qui se font à l'extérieur du Québec. Et la justification pour l'instant, pour moi, c'est que il y a peut-être un sous-investissement d'énergie de la part de Santé Québec dans plusieurs des dossiers que les médecins mettent de l'avant pour améliorer l'efficacité. Et selon les médecins là, qui ont parlé au Journal de Montréal, une des principales préoccupations et inquiétudes des médecins, ce sont justement ces problèmes fréquents de transmission des prescriptions vers les pharmacies, souvent non reçues, incompréhensibles, souvent refusées même par le système EPIC, parce qu'elles sont trop complexes, il y a trop d'informations dessus. Fait que donc, il y a plusieurs ordonnances, parfois urgentes, qui sont en suspens. Et c'est là où il y a un risque d'erreur important. Et les transferts, ce que nous a dit Darlene tout à l'heure, elle l'a vécu, là, pas plus tard qu'hier. Je veux dire, ça, c'est un vrai cas. Sans parler du Canadian Tire qui reçoit les dossiers des patients. Bref, visiblement, ça marche pas comme on aurait souhaité que ça marche. On va s'arrêter là-dessus. Isabelle? Oui, très rapidement, Paul, 2 secondes. Rappelons-nous que la gestion des médicaments, c'est une des pires affaires qui se passe dans le réseau de la santé depuis au moins 10 ans. Fait que c'est pas d'hier qu'il y a des erreurs dans les médicaments. Je dis pas que c'est à cause des médecins ou autre. Je dis juste qu'il y a un sérieux problème de gestion des médicaments. Ça date pas de la DSN. On s'entend là-dessus. Hey, on peut-tu dire, comme c'est la dernière de cette saison, qu'on nous avait promis que Santé Québec permettrait quand même des gains d'efficacité aussi. Au-delà du DSN, Santé Québec, là, cette patente-là qui nous coûte quand même plus cher qu'avant, puisqu'avant, il n'y en avait pas. Là, on a des Top Guns pour gérer ça. On nous a dit, là, ça va tout passer par eux, là, puis ça, vous allez voir, là, ils vont tout bien gérer ça, là, ces gens plus intelligents que la moyenne. Ben, visiblement, c'est le même foutu bordel, là. J'ai l'impression que c'est même pire. On dirait, voyons, on n'est pas capable d'organiser quelque chose qui s'est fait ailleurs. Moi, j'haïs bien ça, qu'il y ait une distinctivité Québec sur ce dossier-là. Vous êtes en train de me dire qu'en rajoutant une couche de bureaucratie, en créant Santé Québec, on a rendu le système encore plus inefficace, mais quelle surprise! Quelle surprise! Ouais. Qui aurait pu croire ça? Docteur Bernèche, merci beaucoup. Docteur Grégoire Bernèche, président de l'Association des radiologistes du Québec, qui est aussi de l'humour, comme nous tous. Merci beaucoup, Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. On va s'arrêter ici, très courte pause. Et bien sûr, on revient. Je dis bien sûr parce qu'on a beaucoup parlé d'immobilier. Et cette année, fait que forcément, j'avais envie qu'on en reparle encore pour cette dernière émission de la saison parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et je suis retombée sur un livre qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. C'est l'immobilier en 2025. Puis je me suis dit, je voulais le faire l'année dernière, puis l'année a passé tellement vite. Là, on est rendu 2026. C'est là qu'on le fait. Martin Provencher est un millionnaire de l'immobilier. Il vient d'une famille... on peut le dire dysfonctionnel, il est pas né avec une cuillère de riz dans la bouche, il s'est fait lui-même. Il connaît le marché immobilier comme le fond de sa poche et il a vraiment
analysé depuis le dernier quart de siècle tout le marché. Je pense que comme investisseur et développeur immobilier, il va nous en apprendre pas mal. Et c'est fascinant parce que son livre qui a été écrit il y a quand même près d'une vingtaine d'années, plus d'une quinzaine d'années en tout cas, avec cet objectif de parler de 2025, il est encore très, très, très juste. On va jaser de ça tous ensemble après, puis vous me direz, vous, ce que vous en pensez. À tout de suite. Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Ça me fait vraiment grand plaisir de le revoir parce qu'on se connaît depuis longtemps, Martin Provencher. Merci d'être là. Assez longtemps, oui. Oui, c'est ça. Tu m'as déjà raconté ton histoire à d'autres, oui, il y a longtemps. D'autres ondes. Oui. Tu avais publié à l'époque, je dis à l'époque parce que c'était en 2009. Et en 2009, Martin avait écrit ce livre, L'immobilier en 2025, Investir autrement. Et puis c'était dans le fond d'analyser puis de documenter l'immobilier sur un horizon de 25 ans avec ton expérience d'investisseur et de développeur immobilier. Puis tu essayais de voir un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'immobilier québécois? Ouais. Ça, c'était en 2009. Ouais. 5 ans après, tu en as fait une version un petit peu rajustée. Oui, tout à fait. Mais je l'ai relu ces jours-ci. Puis je t'ai même dit, mon Dieu, mais il faut que tu reviennes m'en parler. Parce que je me suis dit, quel visionnaire, ça, Martin. Ouais. Ce que tu écris aujourd'hui, les gens, là, vous pouvez aller le lire, ce livre, il est toujours disponible? Il faut que tu me le réédites, mon cher ami. Ça, faudrait le dire, à la maison d'édition. Nous le disons, on ne dira pas les éditions. Non. Non, c'est ça. Mais voilà. Mais tu pourras faire une autre version. C'est très drôle, je viens de voir c'était qui. Ouais. Mais tu pourrais appeler les éditions du journal, ça va nous faire plaisir. Mais toujours est-il que tu lis ça, puis tu dis... Mais c'est encore ça. Puis tu analysais les changements climatiques, l'impact, l'énergie, le coût de l'énergie et tout. Alors, j'ai envie de te dire... L'énergie, c'est assez à l'avant-plan en ce moment. Je te dis, Martin, visionnaire, Provencher, qu'est-ce qui a tant changé finalement? En fait, ce qui a changé essentiellement, c'est que les grands cycles qui étaient relativement stables avant, qu'on pouvait prévoir, là maintenant, c'est évidemment, comme on le sait, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements. Mais les changements, ça apporte aussi beaucoup d'opportunités. Puis moi, j'aime bien... Il y a le symbole chinois, semble-t-il, pour la crise, qui est le même pour opportunité. Là. C'est le même dessin, ça a l'air. Là. Puis c'est vrai ressemble à quoi? Aucune idée, mais c'est vrai que les crises sont porteuses d'opportunités aussi, là, si on peut les complètement. saisir. Pour ceux qui ont les moyens, on va-tu le rajouter? C'est sûr que ça aide, mais quand on a une bonne opportunité entre les mains, l'argent va suivre, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être prêt à investir et à nous accompagner. Là. J'ai oublié de dire encore aux auditeurs que tu étais millionnaire depuis plusieurs années grâce à l'immobilier. Ça vaut de moins en moins dire quelque chose. Hein, mais es-tu plus millionnaire que tu l'étais? Oui, parce que l'immobilier, depuis la pandémie, ça a quand même très, très bien été. Là. Ouais. Pourquoi ça veut de moins en moins dire quelque chose? C'est parce que, tu sais, l'expression au Québec, si je gagne le million, je ferais remarquer que l'effervescence... à l'Automax, c'est quand il y a 60 ou 70 millions. Là, les gens s'excitent un peu, mais 1 million. Puis l'inflation fait que 1 million, si vous placez 1 million, par exemple, à du 6 %, qui est pas mal le standard, là, moins les frais de gestion, pas mal 2 %, mais il te reste 4 %. Mais 4 % d'1 million, ça fait 40 000 par année. Fait que c'est pour ça que je dis que ça vaut un petit peu moins. Mais toi, tu as plus qu'1 million. Oui. Plus que 10? Non. Non? Pas moins que 10, mais pas mal plus qu'un. Bon. Non, mais c'était toujours intéressant. 6, 7. Fait que d'autres, tu ne serais pas imposé, toi. Selon Québec solidaire, tu n'aurais pas à payer plus d'impôts. Non, mais ça, c'était le but, là, de rester en bas de 10. Mais je te parlais de ça parce que, évidemment, tu ne viens pas d'un milieu aisé. Non, pas du tout. Tu viens du contraire de ça. On pourrait dire, Martin, tu as une enfance difficile, épouvable. Oui, mais c'est ça aussi qui a fait que... T'es parti de zéro. Je me suis... Tu sais, avec mon passé, effectivement, renouveler une hypothèque, je trouvais ça peut-être moins stressant que la moyenne des gens, peut-être, là. Mais, tu sais, il y a toujours un beau côté puis une autre version, là, tu sais, qui fait que je suis devenu très résilient, très combatif. Tu sais, j'ai eu des immeubles, là, je prenais toujours le pire des appartements, je déménageais dedans, puis pendant que j'étais dedans, je rénovais, tu sais, quelque chose que je ferais plus aujourd'hui nécessairement. T'as acheté ton premier... Ma première maison à 17 ans, puis j'ai pris rendez-vous chez le notaire, là, genre 5 mois plus tard, parce que j'allais avoir 18, là, tu sais, la veille du rendez-vous, là, je pouvais y aller tout seul puis signer, là. Mais sinon, il a fallu que mon tuteur endosse, signe, c'est-à-dire pour la promesse d'achat, parce que
À 17 ans, on n'a légalement pas le droit. Là. On va juste faire une parenthèse, tu permets, parce que là, tu parles de tuteur, tu parle de... C'est que tu es un enfant... Je suis en famille d'accueil. Tu es en famille d'accueil, tu as eu énormément de violence de la part de ton père, que ton frère aîné a fini par jeter dehors. Tu l'as plus jamais revu. Parce que là, non, c'est ça. Là. Il est décédé maintenant. Là, mais... Et ta mère a été assassinée. Assassinée, par un voisin là, qui avait un béguin, puis tu sais... ça fait que c'était un crime passionnel. Là, T'avais 11 ans. J'avais 11 ans, ouais. Fait que j'ai vu ma mère dans la cour. C'était chez moi, là. C'était chez nous. Donc, ça... Tu sais, l'expression, là, il n'y a pas personne qui va mourir, là. Ben moi, je l'appliquais pour vrai dans la vie, là. Tu sais, fait que j'entreprenais un projet. Tu sais, j'avais ayant peur. connu le pire, tu t'es dit... Ça peut parce que les entrepreneurs, là, comme moi, on a nos peurs, nous aussi. Là. C'est juste que on les nourrit pas, puis on passe par-dessus. Puis moi, je dis souvent, tu sais, le truc, dans le fond, pour faire des projets, c'est qu'il faut que ton rêve soit plus grand que la somme de tes peurs. Fait que on a toujours le choix de nourrir notre rêve ou nos peurs. Fait que j'ai essayé de nourrir le plus possible le rêve. Puis les peurs, ben c'est comme une plante que tu n'entretiens pas, là, elle finit par dessécher. Là. Fait que, tu sais, sont plus petites. Et le fait d'avoir été en famille d'accueil, c'est ça qui t'a dit, gars, moi, je vais me payer ma première oui, parce que j'ai changé de maison, de ville, d'école, tu sais, bien des fois, puis... fait que moi, viscéralement, là, il fallait que avoir ma clé, ma maison, écoute, puis j'avais aucune idée comment ça fonctionnait, là, mais c'était... Ma motivation était très grande. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais, on peut demander d'ailleurs aux auditeurs si eux aussi, ils ont cette motivation encore très grande ou s'ils ont perdu espoir d'accéder à la propriété. 1-877-823-46, 187 Cube Radio. Là, 17 ans, ça, c'est très, très jeune. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai 25. Il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui sont dans la vingtaine, début trentaine. Ils veulent avoir cette fameuse première propriété-là. C'est quoi le... Aujourd'hui, je sais que c'est différent. Là. Je pense pas quelqu'un de 17 ans, à moins d'avoir un contexte particulier. Mais c'est pas nécessairement plus difficile aujourd'hui, là, selon moi. Parce qu'il y a un paquet de programmes qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à mon époque. Mais la différence, en fait, il y en a quelques-unes. D'abord, il n'y avait pas vraiment de dépenses. Parce que, tu sais, je regarde, moi, je suis le père de deux jeunes hommes, là. Ben, tu sais, ça prend cellulaire, voiture, il y a du streaming. Ils ont plein de frais à gauche, à droite, là, pour s'abonner, un paquet d'affaires. Tu sais, qui finissent par faire 1000$. Puis quand tu t'additionnes tout ça, tu sais, puis il y a plein d'abonnements qui ne servent pas à rien, mais qui payent encore parce que ça passe tout seul sur la carte, là. Donc, nous, on n'avait pas ça. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des bazous là, jusqu'à 30 quelques, là, pratiquement jusqu'à 40 ans, parce que c'était contre mon principe là, de louer une voiture. Puis quand j'étais plus jeune, de toute façon, ça n'existait pas, là, louer une voiture. Donc, on avait peut-être un peu moins de... Puis là, je veux pas avoir l'air d'un dinosaure, là, mais on avait peut-être un petit peu moins de besoin. Tu sais, je voyageais pas. Tu sais, c'était quand même assez simple. Puis dans la première maison, le petit détail, c'est que moi, je suis allé vivre dans le sous-sol, là, tu sais, parce que les chambres au rez-de-chaussée, je les ai louées. Donc, j'ai loué à des étudiants qui ont pris le rez-de-chaussée, puis moi, j'ai pris le sous-sol, parce que le sous-sol, je pouvais pas le louer parce qu'il y avait pas d'appartement. Donc, j'ai fait l'appartement pendant que je vivais dedans. Ce que j'ai fait souvent. Tu parles de... Puis ça, c'était 2009. Ouais. Tu dis, il y a des propriétés qui sont intéressantes à acquérir, des segments de marché d'avenir en immobilier. Ouais. Puis tu dis aussi dans un autre chapitre, voici ceux qu'il faut éviter. Et quand tu regardes ça, je te dis, c'était vraiment incroyable. Tu dis, la première chose, tu dis le bigénérationnel, l'intergénérationnel, ça, c'est un premier segment de marché porteur. Ouais. Et c'est le cas, là. Ben, c'est le cas parce que ça, c'est une des portes d'entrée maintenant pour les plus jeunes de s'associer, dans le fond, avec leurs parents, par exemple, tu sais. Puis tout le monde est gagnant dans l'histoire, là, parce que les parents, ils ont une sécurité juste à côté, mais chacun a sa vie, puis ça permet d'acheter une maison ensemble. Donc ça peut être une avenue. Tu sais, là, il faut être un peu créatif, mais accepter aussi de faire des compromis. Donc, peut-être s'éloigner un peu ou acheter une première propriété qui correspond peut-être pas à 100% à nos besoins, mais c'est peut-être mieux que d'avoir un appartement. Parce que moi, c'était ma philosophie. Tu sais, ma première maison, j'aimais mieux être dans le sous-sol de ma maison que d'être dans un penthouse qui était loué. Donc, mais ça, c'est un choix que moi, j'ai fait. Mais l'important, c'est pas d'avoir la meilleure des propriétés selon nos goûts, c'est d'entrer sur le marché. Et comment on fait ça aujourd'hui?
Ben, soit on accepte de s'éloigner un peu, on accepte de faire des compromis, on accepte aussi peut-être qu'il y ait des rénovations à faire, que ça soit pas parfait, puis de faire tous ces travaux-là une fois sur place. Là. Ça, c'est un bon principe, là, parce que j'ai souvent acheté des propriétés que personne ne voulait. Puis c'est drôle parce qu'un coup que j'ai passé dedans, ben là, j'avais pas de misère à les vendre parce que là, c'était le contraire. Là, les gens, mais les gens vont te dire, Martin, il n'y a plus d'affaires. Il n'y en a plus de propriétés. Il y en a tout le temps. Il n'y en a plus de propriétés comme ça. C'est plus possible à l'époque du flip. Là, tu t'achetais quelque chose, tu le flippais. Bon, là, aujourd'hui, sont où les opportunités? Puis ça, c'est sans compter la notion de down payment, là, oui. De mise de fonds? Oui, ça c'est deux volets. Là. Mais moi, tu sais, j'ai acheté souvent des maisons qui n'étaient pas officiellement à vendre. Puis à l'époque, c'était avant qu'il y ait Internet ou les médias sociaux. Là. Donc moi, j'allais, par exemple, dans une cantine. Comme hier, j'ai fait une raid de moto. J'arrête à la cantine. Là, je jase avec les gens. Puis là, il y avait un petit bonhomme. Puis là, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on a de l'information, puis il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui pense à vendre sa maison, mais il n'a pas mis la pancarte, puis là, ça traîne, puis ça niaise, puis tout ça, puis là, vous passez dans le décor. Moi, je suis allé frapper souvent à des portes, là, juste pour alors dire... qu'il n'y avait pas de panneau à vendre. Non, pas de panneau à vendre. Je disais, je trouve votre maison intéressante, je la trouve belle. Je voulais juste vous le dire, tu sais. Puis une fois sur 10, ils disent, hey, mais c'est drôle que tu penses, parce que justement, on pensait à, tu sais, puis là... S'ils disent, t'as-tu le temps de prendre un café, même si vous n'aimez pas le café, dites oui. Il y a une opportunité. C'est de créer un lien avec... Créer un lien, oui. Mais ça veut dire qu'il faut être très engagé. Là. C'est pas quelque chose émotif. Ben, c'est là qu'il faut avoir de la motivation puis être vraiment un peu... c'est investir. Pas juste financièrement. Après, tu as la mise de fonds. C'est quand même... Bon, là, la mise de fonds... C'est plus complexe. C'est plus complexe, mais ça, souvent... C'est plus coûteux qu'à l'époque, quand même. Oui, mais en même temps, il y a des programmes fantastiques là, qui existent. Là. On avait le RAP, là, le régime d'accession à la propriété qui permettait de piger dans nos REER. Puis après ça, il y a eu le CELI qui était autre chose, mais qui était un beau véhicule d'investissement. Puis là, ils ont fait un mix des deux, là, finalement, là, avec le CELIAP. Exact. Ça, c'est un super beau produit là, qui n'existait pas. Mais effectivement, même s'il y a des beaux produits qui existent, encore faut-il être capable de cotiser dans ces véhicules-là. Mais ça, moi, je pense que la bonne façon, ça serait de rencontrer peut-être un conseiller financier. Il y en a là, qui offrent leur service. Là. Avoir une rencontre, faire un budget, voir un peu où est-ce qu'ils sont nos sorties d'argent. Puis il y a toujours une stratégie de soit on augmente nos revenus ou on diminue nos dépenses pour créer un écart. C'est ça. Puis là, on peut investir. Mais ça prend un peu de motivation. Olivier, on s'en sort pas finalement. Non, c'est ça. T'as quand même dit faire son budget. Ouais, mais moi je préfère dire un budget inversé, c'est-à-dire que vous changez rien à votre vie, là, parce que faire un budget, c'est comme entreprendre un régime, là, ça marche rarement. On aime bien ça. Ah, on déteste ça, tu sais. Puis moi non plus, j'en ai pas de budget. Mais ce que je faisais à l'époque, tu sais, c'est que je notais mes dépenses. Toi, tu notais tout, ouais. Ouais. Mais après coup. Ouais. Puis ensuite, quand tu prends un peu de recul, là, tu te rends compte que, oups, là, il y a des sorties de fonds quand même plus importantes qu'on pense, qui pourrait être corrigé pour permettre de créer cet écart-là, pour économiser, pour investir. Puis si on est le moindrement motivé par le projet, ben je pense que c'est faisable. Ouais. Tu te souviens combien tu as mis de mise de fonds sur ta première maison? Ouais, c'était 17 000. 17 000. Ouais. Ah non, mais c'est sûr, c'était d'autres chiffres, là, complètement. Moi, j'ai acheté ça prenait 25 là, à l'époque. Là. Ouais. Ma première maison, c'était 71 000. Ouais. Puis 5 ans après, je l'ai revendu moins cher que ce que j'avais payé. Parce que dans les années 90, ça prenait pas de valeur. Ouais. C'était une unifamiliale? C'est une unifamiliale. Un bungalow? C'est-tu un bungalow? C'est un bungalow. Mais t'as dit qu'un bungalow, où t'avais fini sous-sol. Ouais. Mais tu dis quand même que les 9 segments de marché à éviter, donc là-dessus, t'as appris par expérience. Ah ben là, oui. Et là, tu dis, les bungalows, c'est là-dedans. Les bungalows, là, c'est la résidence de l'entre-deux, ni urbaine, ni branchée. Ça a été conçu pour répondre aux besoins des baby boomers, mais là, c'est fini. C'est un segment de marché clairement à abandonner avant qu'un navire commence à prendre l'eau. Est-ce que tu es toujours d'accord avec toi-même? Bah, tu sais, peut-être que j'étais un peu sévère, là. Avec le bungalow? Ouais. Mais tu sais, c'est un créneau qui était très, très populaire. Ouais. Puis, encore une fois, l'important, dans le fond, c'est pas qu'est-ce que vous allez acheter, c'est d'acheter quelque chose puis d'entrer sur le marché le plus vite possible.
Même avec un condo, parce que tu dis les condos, là. Ben, je dirais même avec un condo, parce qu'au final, ça prend de la valeur quand même. Peut-être juste vérifier, tu sais, le fonds qu'on parlait tantôt, le prévoyance, là, parce que là, il y a un enjeu de ce côté-là, là, financier important. Parce qu'on pose la question présentement dans la messagerie, là, est-ce que c'est payant, peut-être plus payant d'acheter un triplex, un quintuplex, donc un plex, une maison, un condo? Tu sais, c'est quand même des bonnes questions pour le premier achat, là, surtout. Oui, ben probablement qu'un plex, c'est plus facile là, parce qu'avec les locataires qui vous aident, puis le financement est plus facile aussi parce qu'il y a des revenus qui vont venir avec. Ça, c'est pour convaincre les banques. C'est plus cher aussi, par contre. C'est plus cher, mais toute proportion gardée, c'est plus facile aussi à financer. Sauf que là, on tombe dans un mode de vie. Parce que si vous vivez en condo, ben il va y avoir un règlement de copropriété, mais si vous vivez dans un plex, ben vous allez côtoyer vos locataires qui sont aussi vos voisins. Ouais. Puis ça, des fois, il y a des relations qui deviennent un peu bizarres. Là. As-tu déjà vécu ça, toi? Ben oui. Ouais, parce que, tu sais, des fois, tu parles comme voisin. Tu dis, ben là, tu sais, ta voiture est stationnée un peu près de la mienne. J'ai de la misère à débarquer mes affaires, puis tout ça. Puis là, les autres, ils te répondent, ouais, tu dis ça parce que tu es le propriétaire. Non, ça n'a rien à voir. Là. Tu sais, si j'étais vraiment juste locataire, je te le dirais aussi. Fait que, tu sais, des fois, il y a des enjeux comme ça. Ou s'il y a des locataires qui sont en retard, mais qui te croisent à tous les matins, ben, tu sais, Quel a été le meilleur deal de ta vie en immobilier? Ben moi, c'était le terrain. Là. Les terrains achetés avant la pandémie, ça, c'était très, très bon. Là. Mais j'ai fait peut-être une vingtaine de bons deals là, en immobilier. T'sais, j'ai eu des chalets locatifs aussi là, qui ont été très bons. J'ai eu plusieurs. C'est fini ça, le chalet locatif, non? Avec la nouvelle loi qui interdit les Airbnb. Ils ont comme tué ça dans l'œuf, non? Oui, puis le financement est très, très, très difficile, très restrictif. Puis il y en a quand même beaucoup. Là, fait que ça, c'est peut-être moins sexy actuellement. Mettons pour Olivier, là. Et pour tous ceux qui veulent s'acheter quelque chose, investir, puis peut-être éventuellement... Ouais, le meilleur investissement, là, c'est sa résidence à soi, parce qu'on peut créer de la valeur, puis, tu sais, il y a une exception là, dans la loi de l'impôt, là, tout à fait légale, là, qui... le gain en capital qu'on fait sur notre résidence principale n'est pas imposable. Là. Ça, là, moi, écoute... Et on ne sait pas pour combien de temps? Puis on ne sait pas pour combien de temps, puis c'est sûr qu'il va y avoir une limite, puis tu sais, tranquillement, pas vite, là, ils vont corriger le tir, là. Mais pour l'instant, c'est encore l'investissement le plus fabuleux, là. Moi, j'ai déménagé souvent, puis je vais déménager encore, là, pour cette raison-là, parce que ma maison, moi, j'achète tout le temps des maisons que t'habites. Leur donner de la valeur, puis ma blonde est très bonne là, pour avoir des idées, puis améliorer, puis tout ça. Puis c'est le fun à faire, tu sais. Ouais. Ben, Martin, sincèrement, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On avait plusieurs commentaires. Oui, beaucoup de commentaires. Ben, là, on pourrait se relancer, mais il y en a qui disent pourquoi... En fait, souvent, les personnes dans l'immobilier prêchent souvent pour leur paroisse. Ça a l'air toujours facile, puis tout le monde pourrait donc le faire tantôt. C'est-tu vrai, ça? Est-ce que vous prêchez pour votre paroisse un petit peu? Ben, je pense que tout le monde prêche pour sa paroisse. Puis, les végétariens prêchent pour pas manger de viande. Moi, je vis... Moi, je vis dans une maison, j'ai des chalets, j'ai des terrains, j'ai des bébelles comme ça, j'ai des propriétés. J'y crois nécessairement. Tu peux pas vanter la vie en location. Là. Mais j'ai de l'argent aussi à la bourse. Puis vendredi prochain, je dîne avec mon gestionnaire. Ben, tu sais, il va me parler de la bourse, puis il va me dire que c'est extraordinaire la bourse, puis il n'y a pas tort. C'est pour ça aussi que j'y suis, mais tu sais, c'est une diversification, là. Mais au final, il faut vivre à quelque part. Puis on a le choix d'être propriétaire ou locataire. Exactement. C'est intéressant parce qu'on finit avec toi cette semaine qui nous parle de ton expérience en immobilier. Puis au début de la semaine, on avait entre autres des gens qui témoignaient du fait qu'ils étaient avec Yannick Parent, le courtier immobilier. Oui. On a témoigné de cette tendance où il y a des gens qui disent, ben moi j'ai été propriétaire, mais finalement, je redeviens locataire. C'est un choix. Parce que finalement, au point où je suis rendu dans ma vie, c'est souvent ça, ben j'en veux pas de trouble. Ouais. Mais bon. Mais quand ton argent est fait, puis tu veux pas de trouble, puis que tu as avancé en âge... Ça peut être une solution. Ouais. Ça peut être une option. Puis on parlait de la règle du 5 parce que même ceux qui sont pas proches de la retraite ou la retraite, tu calcules ton 5 puis tu essaies de voir, est-ce que ça serait plus payant de m'acheter une maison ou c'est plus payant que, parce que mon loyer est pas cher, j'arrive à y rester. Ben peut-être si ton loyer est vraiment pas cher. Et en mettre de côté aussi. Et en mettre de côté en attendant. Puis si comme les enfants qui habitent chez leurs parents, ça, c'est vraiment pas cher. Ben non. Tu vois? Ça, c'est vraiment la meilleure façon de vous en mettre de côté. Parce que moi,
les gars, ils étaient pressés de partir. C'est vrai? Oui, parce qu'il y qu'ils voulaient avait faire le goût, comme toi. Ben, il y avait le goût de la liberté. Ben puis, oui, tu sais, c'est sûr. ben, c'est ça aussi, nous autres, on était à la campagne. Fait que, tu sais, c'est moins jet set un peu. Là. Vous êtes à... Sainte-Béatrix. Sainte-Béatrix, c'est où Ouais. déjà, ça? C'est 20 minutes au nord de Joliette, là, dans la Nodière. Dans la Nodière. Ouais. Et merci beaucoup, Ça fait plaisir. Martin. Merci. Martin Provencher, l'immobilier, en 2025, mais en 2026... Ce visionnaire nous a prouvé que c'est encore très vrai, ce livre. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. On va s'arrêter ici tout de suite. Après la pause, on va parler des boissons stimulantes. On dit beaucoup énergisantes, mais c'est pas de... Tu sais, ils vendent pas de l'énergie. Ils vendent de la stimulation. C'est ça qu'ils vendent. Est-ce qu'on devrait l'interdire ou en tout cas l'encadrer pour les 16 ans et moins? Vous vous souvenez qu'on a eu les parents du jeune Zachary Morin. Là, ils sont supposés... ils l'ont-ils... Là, on parle, nous, mais l'ont-ils déposé, leur projet de loi? Pas encore, il semble. On revient avec ce sujet-là et un spécialiste tout de suite après la pause qui va tout nous dire là-dessus. Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et sa seule députée, Maïté Blanchette-Vézina, une caquiste défroquée, soulèvent encore la controverse. Là, ils veulent s'opposer au projet de loi qui vise à interdire la vente de boissons énergisantes, ou on devrait plutôt dire stimulantes, aux mineurs. Là, en dernière heure, en ce moment d'ailleurs, Maïté Blanchette-Vézina est en train d'être interviewée par des journalistes à Québec, là, puis elle dit... c'est de l'éducation, en fait, qu'il faut faire. Pas sûr que ça soit l'interdiction qui soit bien nécessaire. Elle s'est mis un peu les deux pieds dans la bouche, vous en conviendrez, hier, en faisant une comparaison très boiteuse quand même avec le fait que sa mère prenait des médicaments puis qu'il faut pas qu'elle boive du jus de pamplemousse parce qu'il y a eu une interaction. C'est sûr que ça, on le sait, c'est connu, c'est marqué sur les médicaments en question. Mais je peux vous le dire, mon conjoint est immunosupprimé comme il est greffé du foie. J'ai une fille qui a une maladie auto-immune, elle est immunosupprimée. Donc, c'est sûr que chez nous, il n'y a pas de pamplemousse ou ni de jus de pamplemousse. Mais c'est marqué sur les médicaments que mes proches prennent. Ce médicament peut interagir avec du pamplemousse. Donc, le médecin le dit, c'est connu. C'est pas le cas du tout avec les boissons dites énergisantes. C'est vraiment pas le cas. Et d'ailleurs, on a eu à cette émission les parents du jeune Zachary Miron, qui est à l'origine donc de ce projet de loi que déposerait peut-être cet après-midi la ministre de la Santé. Et les parents nous l'ont bien dit. Nous, ils prenaient un médicament contre son TDAH, du Bifantin. On n'avait aucune idée là, que boire une canette de Red Bull, ça pouvait risquer de le tuer. Alors, ce que nous a dit tout à l'heure, ce qu'on a entendu là, de Maïté Blanchette-Vézina, qui est revenue un peu sur ses mots malheureux que le pamplemousse en disant c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, n'empêche qu'elle pourrait quand même s'abstenir de voter là-dessus. Il faut l'unanimité. Alors, est-ce que ça risque de repousser tout ça? Et là, elle veut surtout avoir un débat là-dessus et elle veut surtout aussi qu'on entende des experts. Alors, si elle s'abstient, ce qu'on me dit, c'est que le projet de loi devrait passer. Fait que elle ne s'opposerait pas, elle s'abstiendrait. On ne sait pas, c'est pas encore fait. Mais puisqu'elle voulait l'avis d'experts, nous avons un expert avec nous, il est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice, le docteur Luc Degary. Bonjour, docteur Degary. Merci de prendre le temps d'éclairer Maïté Blanchette-Vézina et nous-mêmes par le fait même. Mais je pense que les gens, parce qu'il y a une grande majorité de gens là, qui sont derrière ce mouvement, il y a 36 000 Québécois qui ont signé la pétition. Il y a beaucoup de gens qui comprennent ce que le Parti conservateur n'a pas tout à fait compris encore, mais effectivement, c'est documenté. Que nous disent ces études, docteur, pour qu'on soit bien tous sur le même point? Bonjour, Madame Maréchal. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe. Oui. C'est un plaisir de pouvoir venir vous éclairer sur le sujet. Oui, il y en a qui ont besoin d'éclairage. Docteur Degary. Je pensais que l'argumentaire avait été clair, mais on dirait qu'il faut juste répéter, mais ça, c'est pas grave. Exactement. Moi aussi, je pensais que ça avait été quand même assez démontré. On a fait plusieurs entrevues. Ça a été documenté. Il y a des études. Bref, est-ce que c'est nécessaire, d'après vous, de prolonger le débat? Non, je pense que le débat même aurait dû être terminé en 2023 quand on a remis là, les recommandations de la santé publique. Je faisais partie de ce comité d'experts-là qui avait émis les recommandations au gouvernement à ce moment-là. Malheureusement, il n'y avait pas d'action qui avait été prise sur le sujet et on a eu une situation là, très malheureuse
suite à ça. Ce qu'il faut comprendre, nous, à la QMSE, on travaille sur le sujet déjà depuis 2011 pour essayer de sensibiliser la population, les jeunes, par rapport aux dangers des boissons énergisantes. Même, comme j'aime bien de les appeler les boissons stimulantes, j'aime bien le parallèle. Mais on avait déjà émis des recommandations, là, ça fait déjà 15 ans de ça, suite à un premier décès qui est arrivé chez un jeune en Ontario. Là, le nom m'échappe. Mais donc, il y en avait un autre qui est décédé aux alentours de 2016. C'était Zachary Mitchell qui était décédé un peu dans les mêmes circonstances, là, qui avait pris des boissons énergisantes puis qui s'était noyé suite à un arrêt cardiaque. Donc, c'est là qu'on avait réémis des recommandations. On avait fait un énoncé de position officiel avec un document de 75 pages qui expliquait déjà la science à ce moment-là. Depuis 2019, il y a eu nombre d'études énormes qui sont sorties. Les revues de littérature sont très claires sur le sujet. Oui, il n'y a pas beaucoup de décès, on s'entend, là, mais ça, c'est la forme la plus tragique d'effets secondaires ou de complications de consommation de boissons énergisantes. Mais il y a les rapports du centre antipoison, les visites à l'urgence secondaires ou des effets secondaires de consommation de boissons énergisantes sont évidentes. Là. Il y a vrai jusqu'à 3% des jeunes qui vont consommer des boissons énergisantes qui vont se présenter à l'urgence avec des symptômes, que ce soit cardiaques ou de toutes sortes, là. Comment ça Parce se que fait ça a plusieurs effets secondaires qui sont pas tous tragiques comme un décès. Comme un décès, mais ouais. Il y en a beaucoup qui vont se présenter avec une augmentation du rythme cardiaque, qui vont se plaindre de palpitations. Ça va créer de l'insomnie, ça augmente l'anxiété. Donc, la liste d'effets secondaires est quand même assez importante. Puis, vous avez probablement parlé à des gens dans votre entourage qui en ont consommé puis disent « je retoucherai plus jamais à ça, puis je me sentais pas bien ». Ouais. Ben moi, entre autres. Moi, je sais que je bois beaucoup trop de café, puis ça a tendance à me créer de l'arythmie. Des boissons énergisantes, ça fait longtemps que j'ai sorti ça de mon frigidaire, mais j'ai bien des proches, puis des jeunes avec qui je travaille ici qui sont là-dessus, puis c'est fascinant parce que vous faisiez la liste de tout ce que ça crée comme effet secondaire. Ça peut créer de l'anxiété. Et puis souvent, ben c'est justement parce qu'on se sent moins bien qu'on a l'impression qu'on a besoin d'un boost, qu'on va les consommer, ces boissons-là. Ben, ça marche vraiment quand on est fatigué ou qu'on a besoin de se réveiller. L'effet stimulant est là. Il y a aucun moyen de contrarier cet argumentaire-là. Le problème qu'on a, c'est que les jeunes en bas de 16 ans versus les adultes n'ont pas le même métabolisme. Leur système ne fonctionne pas de la même façon et ils seront pas capables de se débarrasser des molécules stimulantes de la même façon qu'un adulte. Pour ça c'est pour ça qu'on fait une réglementation. Pourquoi on a dit, idéalement, ce serait 18 ans, mais je pense que c'est peut-être un peu trop restrictif, mais en bas de 16 ans, leur métabolisme n'est pas le même. Donc, la quantité de caféine qu'ils peuvent consommer dans une journée est beaucoup plus basse que vous et moi, en partant. Mais l'histoire avec les boissons... Ça serait quoi? Je me souviens plus je me souviens pas, je m'excuse, je me souviens plus des données exactes, mais c'est pratiquement... Donc, un jeune ne peut pas faire un abus de café, là. Donner du café à son jeune pour qu'il se réveille le matin, il va se sentir mal. Okay. Non, ils vont se sentir mal beaucoup plus rapidement que nous, ça c'est certain, là. Mais là où ça devient un problème, c'est que dans les boissons énergisantes, il y a plusieurs autres composantes qui sont des stimulants aussi, comme la guarana, la taurine. Donc, c'est l'effet additif, puis c'est pas un effet additif, parce que quand on parle d'additif, c'est 1 plus 1 égale 2. Ouais. Là, des fois, c'est 1 plus 1 égale 5. Ouais, je comprends. Ouais. Et c'est là que ça devient un problème. Puis il y a des jeunes qui ont des sensibilités au niveau génétique qui prédisposent à avoir des problèmes cardiaques. Ben, c'est quand même... Là, évidemment, le Maïté, là, avec son exemple du pamplemousse, ça vous a fait sauter, j'imagine, docteur Degary? Ben, c'était un peu simpliste comme comparaison, on s'entend. Mais ce qui est inquiétant, par exemple, c'est que jusqu'à il y a 3 ans, j'avais jamais pris le temps, puis je suis quand même, je suis au courant du dossier, mais j'avais jamais clairement fait lien avec le fait de dire à mes patients qui consomment des psychostimulants de pas prendre de boissons énergisantes. Ouais. Donc, même le corps médical n'est pas bien éduqué sur le sujet. Puis les pharmaciens qui remettent ces médicaments-là aussi devraient être informés. Complètement. Il
il y en a un nombre énorme qui sont pas au courant. Parce que c'est pas marqué sa maudite bouteille non plus. C'est pas écrit. C'est dans pas l'émission d'enquête, ils sont allés voir. Oui, exact. Non? Ils sont allés voir, puis il y a plein de pharmaciens qui ne donnent pas les recommandations. Exactement, alors que le pamplemousse, on sait, c'est marqué sur la bouteille, c'est marqué sur le médicament, on sait qu'il y a une interaction avec les médicaments si on prend du pamplemousse. Fait que, c'est comme quand on est greffé, on va vous dire, mangez plus d'huîtres crues, mangez pas de tartare, pas une bonne idée. Il y a des choses comme ça qui sont dites effectivement par les professionnels de la santé, mais dans le cas de la boisson énergisante stimulante, là, ben, on a beaucoup insisté sur un marketing joyeux, festif, léger, genre ça va te faire du bien, ça te fera jamais de mal. C'est tout le temps dans une ambiance de party, c'est tout le temps sur le bord de la plage, tout le monde a bien du fun. Mais il y a des conséquences. Fait que c'est ça. Il y a des conséquences, c'est pour ça. Ouais. Fait que, oui, il y a de l'éducation à faire, c'est certain. Tu sais, dans l'argumentaire, ça doit partir de l'éducation, on s'entend. Mais à un certain moment donné, il faut mettre des règles, puis il faut mettre des restrictions quand ça devient dangereux. On le sait, l'alcool, on a des restrictions à partir de 18 ans, puis on pourrait probablement le mettre plus haut, puis ce serait une bonne chose, parce qu'il y a des risques associés avec la consommation d'alcool, il y a des risques associés avec la consommation de tabac, il y a des risques associés avec la consommation des boissons énergisantes, et c'est là que, en tant que société, on doit se permettre de se positionner pour protéger les jeunes qui sont beaucoup plus vulnérables. Oui, mais en terminant, il y en a justement qui vont dire, ouais, mais il y a tellement de risques dans tout maintenant. Est-ce qu'on va tout interdire puisque c'est que ça, c'est dommage pour ce jeune ou ces jeunes, parce que vous en avez nommé quelques-uns qui sont morts. Oui, il y en a d'autres, puis il y a tous ceux qui sont rendus à l'urgence puis qui sont pas dans la liste, là, mais bref. Mais même dans nos façons d'interagir avec nos patients maintenant, quand quelqu'un vient avec une augmentation de sa pression artérielle, de sa tension artérielle, il y a une augmentation de son anxiété, il se plaint d'insomnie, ben maintenant, ça devient un réflexe de questionner les boissons énergisantes comme étant un facteur aggravant de toutes ces situations-là. Donc, c'est pas une molécule simple, puis c'est l'addition. Donc, prendre un café, on n'aura pas la même réponse que de prendre une boisson énergisante au niveau stimulation puis au niveau risque pour les jeunes. Mais c'est pas mieux qu'ils passent leur temps au Starbucks de s'acheter des gros cafés glacés full caféine. C'est loin d'être une bonne idée non plus. Exactement, vous avez tellement raison. On n'a pas eu de constat de décès suite à ça, malheureusement. Avez-vous... non, mais il y a plein de sucre dans ces affaires-là aussi. Des fois, il y a plein de crème fouettée, il y a plein de gras. Puis de plus en plus, j'en parlais avec une spécialiste il n'y a pas longtemps, une collègue à vous, puis elle me disait, de plus en plus, on voit des jeunes, des ados qui ont des problèmes de foie gras, qui est un véritable risque pour la santé. Docteur Luc Degary, au moment où on se parle, on apprend que le projet de loi vient d'être déposé à l'Assemblée nationale. On ne sait pas si Maïté, pour le moment, s'est levée, s'est abstenue, est restée assise. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais je crois qu'il est déposé. On va souhaiter que tout le monde soit d'accord pour que ça passe. Écoutez, j'aimerais ça aussi prendre... Avez-vous été consulté pour justement au niveau du ministre de la Santé, du ministère de la Santé? Pas dernièrement, mais de toute façon, je faisais déjà comme, tu sais, mon nom était déjà dans la liste de ceux qui avaient remis le document. Mais je veux juste tenir à dire merci à la première ministre et la ministre de la Santé d'avoir eu le courage de mettre à exécution là, puis de mettre les choses sur la table, puis les autres partis politiques aussi qui appuient ce projet de loi-là. On avait besoin de ça pour la sécurité de nos jeunes, donc je salue là, le mouvement actuel. Oui, tout à fait. Puis le député de Québec solidaire là, qui a été derrière ça, qui est celui par qui ça arrive finalement, parce que c'est lui qui dépose ce projet-là, Guillaume. Je cherche son nom de famille. Guillaume, où est-ce qu'il est? C'est Clich-Rivard, voilà. Vous connaissez M. Rivard? Clich-Rivard? C'est lui qui a... Je l'ai entendu parler. Voilà. Mais je ne le connais pas personnellement. Docteur Luc Degary, merci d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Bonne Président journée. de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Tout de suite après, c'est le guide de l'auto. Restez là. Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Votre voiture est prête à revenir la semaine prochaine.
Voilà, c'est peut-être la dernière fois que vous entendez ce jingle fabuleux, populaire, à la demande générale. Louis-Philippe Dubé est avec nous. C'est le dernier service à l'auto. Louis-Philippe, merci d'être là, chroniqueur au Guide de l'auto. Salut. Il y a plein de sujets cette semaine qui sont sortis. Puis il y en a, je suis sûr que les auditeurs les ont pas vus passer forcément. Mm-hmm. Entre autres, celui-là, écoute, il y a un mouvement anti-voiture chinoise aux États-Unis qui est en train de on le savait, là. Ouais. Mais là, il y a comme des projets de loi qui sont à la veille d'être déposés. Et il y en a un en particulier qui aura un impact sur les automobilistes qui traversent la frontière. Oui, c'est ça. Il faut les regarder un peu, les prendre avec un grain de sel, là, parce que ce sont des projets de loi. Parce que ça, je peux que je change d'idée, tu veux dire? Oui, ça c'est déjà arrivé, ça. Ouais. Hein? Écoute, on a peur de la collecte de données, essentiellement, par les entreprises chinoises qui ont des participations, par exemple, gouvernementales. C'est surtout ça que ça veut encadrer. La collecte de données dans les véhicules, là, moi, j'en parle depuis des années. On le sait, les collectes de véhicules, ces données-là sont importantes pour les constructeurs, mais aussi elles sont revendues. Donc, c'est très touché et les instances législatives ne savent pas trop comment toucher ça, approcher ça. Il y a un manque de connaissances un petit peu là-dedans. Donc, on tire un petit peu à gauche puis à droite. Essentiellement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est la première loi, ça interdirait les constructeurs automobiles qui ont une participation directe ou indirecte d'un gouvernement adverse, comme la Chine, à commercialiser des véhicules aux États-Unis. Déjà là, c'est bizarre parce que tu regardes Mercedes-Benz, par exemple, un actionnaire qui a à peu près 9,4% dans Mercedes-Benz, c'est une compagnie BAIC qui est associé au gouvernement chinois. Donc, Mercedes-Benz, selon ce projet de loi-là, pourrait pas commercialiser d'automobiles aux États-Unis. Le gouvernement chinois a 10% dans Mercedes-Benz? Ben, c'est BAIC, donc c'est une entreprise qui a une participation gouvernementale dedans. C'est pas le gouvernement, mais une participation. Ouais. Et on peut le retracer. Il y a bien des compagnies qu'on se demande s'il y a une participation gouvernementale ou pas. Ouais. C'est difficile à voir, mais celui-là, c'est ouvert. Mm-hmm. Donc, Mercedes doit avoir le marché américain, c'est très important. La deuxième projet de loi... Donc, ça les bloquerait. Ça les bloquerait, selon ce projet de loi-là. La deuxième, c'est pour empêcher tout véhicule connecté de fabrication chinoise de passer à travers les frontières aux États-Unis, donc ne serait-ce que pour une journée. Alors, un véhicule connecté de fabrication chinoise, ça peut être un Tesla Model 3, ça peut être un Polestar 2, ça peut être... et puis même, ça dit aussi que le constructeur, dont 15% ou plus est détenu par des entités chinoises. Donc, il faut faire attention. Nos données personnelles sont importantes, puis il faut pas que ça tombe dans les mains de gouvernements autoritaires, mettons, ou de régimes qui veulent mettre en jeu la sécurité. Mais il y a aussi là-dedans, quand on lit ces nouvelles-là, on se dit, il y a comme un levier commercial qui se fait. Tu sais, si on pointe, ben là, vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit de faire ça, puis après ça, ben on peut négocier pour des accords commerciaux. Tu sais, je donne un exemple. Il y a eu une loi qui a été proposée en 2024, qui a été rentrée en 2025. C'était pour interdire les logiciels chinois dans les véhicules pour les modèles 2027. Fait que c'est des modèles qui s'en viennent. Ouais. OK? Et ensuite, le hardware, là, les équipements comme les modems qui envoient les informations directement aux constructeurs over the air en 2030. Les interdire. Ça, c'était aux États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé? Volvo assemble des véhicules en Chine et est une propriété de Geely à 80%, qui est une compagnie chinoise. Et puis, il y a eu une exemption. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont investi 1,3 milliard dans leur usine en Caroline du Sud. T'sais. Donc, Volvo a un passe-droit sur la sécurité nationale à cause de ça. Fait que quand on lit tous ces points-là, il faut faire attention parce que oui, c'est important de regarder où est-ce que nos données personnelles s'en vont. Il y a une étude là, en 2023 qui a été faite par la fondation Mozilla, là, qui est le furteur Internet, là, qui s'appelait Privacy Not Included, qui a découvert que la majorité des constructeurs collectent beaucoup plus d'informations qu'ils en ont besoin pour le fonctionnement du véhicule. Ils nous le disent pas quand ils les vendent. Ils nous le disent pas. On voyait là-dedans dans cette étude-là, j'invite le monde à aller la voir, c'est l'identité, les affiliations politiques, les préférences sexuelles, etc. C'était tout listé dans les politiques de confidentialité de ces constructeurs-là et c'était vendu à des parties tierces pour des questions d'assurance ou même vendu ou même donné aux autorités pour donner, par exemple... Tes préférences de sexualité? Oui, si genre... on se bat-tu sur le monde qui ont des rapports sexuels dans leur voiture? Qui sait?
Depuis ce temps-là... Il y a des gens qui font bien des affaires dans leur voiture. Depuis ce temps-là, en 2023, il y a plein des affaires qui sont arrivées. Il y a un couple qui avait un véhicule GM équipé de OnStar, que leurs primes d'assurance ont augmenté extraordinairement du jour au lendemain. Ils ont fait une enquête et se sont rendus compte que GM avait vendu leurs données de déplacement, 120 pages de données en 6 mois, à une partie tierce qui a vendu à son tour à la compagnie d'assurance pour les déclarer moins assurables. Donc ça a été réglé aux États-Unis. GM a été puni pour 5 ans, pas le droit de vendre les données personnelles sur 5 ans chez GM. Donc, là, c'est très intéressant. C'est fou. Mais puis sur les 2 projets de loi dont tu parlais au début, là, ce qu'il faut préciser, parce que moi, ça m'a surpris, c'est pas des Trumpistes, là. C'est pas des républicains. Non, les deux, c'est une sénatrice. Démocrates. C'est ça, démocrate. Oui, exactement. Fait que, des fois, on se dit, quand Trump sera plus là, on va pouvoir respirer. Pas sûr. Non, c'est ça. Il a comme donné un air d'aller, puis ça se peut qu'il continue de... Exactement. Et ça se peut que ça change beaucoup, mais il y a toujours un levier là-dedans. On veut protéger sous prétexte de sécurité, mais aussi on va laisser passer certaines affaires. Même dans le véhicule, on collecte maintenant des données biométriques. Par exemple, aux États-Unis, on veut rentrer un projet de loi pour évaluer, par exemple, la personne, si elle est en état d'ébriété ou les facultés affaiblies. Il y aurait des équipements qui pourraient être installés de série sur ces véhicules-là. Mais qui empêcherait, par exemple, de démarrer le véhicule si tu es en boisson. Mais ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais le constructeur, par exemple, un constructeur chinois ou un constructeur américain pourrait dire, mais j'ai besoin de toutes les données biométriques et de les traiter chez nous complètement pour être capable de donner une réponse algorithmique au véhicule. Et sous le prétexte de la sécurité, ça passe. Est-ce que tu penses que ça dérange les gens? Parce que je vais te dire ce que certains auditeurs m'écrivent, là. Est-ce que ça dérange les gens, le fait j'ai l'impression que qu'ils aient nos données? Le monde accepte, et on ouvre le véhicule, on fait accept all, un peu comme sur nos téléphones quand on télécharge. Les cookies, les gens, c'est comme, moi j'ai besoin d'utiliser mon véhicule, il faut que j'accepte ça pour des raisons de sécurité, let's go, on s'en va. J'ai l'impression qu'on lit pas tout ça. Ben, tu vois, il y a Francis qui me dit, moi, mes données, je m'en fous pas mal. Mais mon argent, tu sais, genre... qu'ils aient mes données, c'est pas grave, mais mon argent, je ne veux pas qu'il aille en Chine. Oui, c'est ça. Pour, par exemple, acheter un véhicule. Exact. Puis à 40 000 $, il dit c'est quand même pas rien. Ouais. Donc, il dit je veux pas ça. Fait que je comprends. Mais c'est quand même étonnant. Que les données... non, mais on est comme lousse avec nos données, finalement. Absolument. Et elles servent à quelque chose à la fin parce qu'on crée des profils sur nous. Et après ça, les parties tierces, les agrégateurs de données peuvent trouver toutes sortes de marchés qui vont acheter ces profils-là et puis qui vont essentiellement nous évaluer puis nous vendre des trucs en conséquence ou nous enlever des trucs en conséquence. Mais tu sais, il y a Stéphane de Saint-Jean qui dit, sincèrement, les Américains s'inquiètent de la collecte des données par les Chinois. Mais qu'est-ce qu'il y en est de tous les GAFAM qui peuvent pratiquement lire nos pensées? Évidemment, les GAFAM, ce sont des entreprises américaines. Ça, c'est super intéressant parce que c'est qui entre les États-unis puis la Chine qui sont les pires? Qui parlent à tous les semaines de nous annexer? C'est pas la Chine. Alors, à date, là, ça va bien. C'est eux autres, ils l'ont pas dit encore. Fait que, tu sais, il faut prendre le poids égal de chaque côté puis dire c'est quoi le problème. Mais, tu sais, du côté de chez Tesla, c'est une entreprise qui est très proche du pouvoir, qui collecte beaucoup de données, qui a plein de caméras sur ses véhicules. Et puis, on sent, on dirait, plus confiant avec eux autres, moins confiant avec les Chinois parce qu'on connaît moins. Mais à la fin, on dirait qu'il y a toutes ces données-là se ramassent dans les mains de quelqu'un qui va pouvoir en profiter et les tourner. Là, Sauf que ce que tu disais, c'est que si un de ces projets de loi, s'il passe, le Model 3 de la Tesla, mettons un gars au Québec ou une fille, ils ont une Model 3, va aller magasiner à Plattsburgh. Oui. Ben, si elle a été assemblée en Chine, ce qui arrive en ce moment, parce que là, on commence à importer à cause des nouvelles lois au Québec, les tarifs qui sont réduits. C'est surtout des Tesla. Polestar 2, Tesla, Lotus, quelques-unes, mais essentiellement, c'est les premières, c'est ceux qui étaient déjà assemblés là. Et puis là, la Model 3, c'est un véhicule américain assemblé en Chine, mais s'il arrivait à la douane et on se rend compte qu'il est assemblé en Chine, c'est écrit dans le bas de la porte, ben là, on se dirait, non, celui-là, on peut pas le laisser rentrer, mais une qui a été assemblée aux États-Unis, en Californie, c'est correct. Tu sais, c'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. C'est le même Elon Musk qui ramasse en bout de ligne, pourtant. Ben oui, aussi. Puis, tu sais, tout le monde a des téléphones intelligents, donc il y a des composantes qui ont été faites en Chine aussi, qui est beaucoup plus à proximité des gens, parce qu'on parle de ces véhicules-là comme étant capables de cartographier des lieux importants aux États-Unis. Les téléphones sont capables de faire autant. Donc, c'est vraiment, là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de menace économique en arrière, un levier qu'on veut jouer avec des adversaires économiques, pour dire, vous êtes fort à faire des véhicules, mais on va les empêcher de rentrer chez nous. Si on a un accord, peut-être qu'on va vous donner du lousse un peu, sous prétexte de sécurité, ce qui est pas vraiment vrai. Et comme on parle de données, là, il y a eu un document interne, je pense, du gouvernement canadien, là, une note de service de sécurité publique Canada, justement,
qui parle de la gestion de nos données. Oui, qui dit de faire attention parce que si ces données-là tomberaient dans les mains d'une mauvaise personne. Une mauvaise personne, merci. Ouais. Que des gouvernements pourraient les utiliser, mais c'est déjà des affaires qui arrivent en ce moment. Exact. Écoute, j'ai trouvé ça faisait tellement 1990 cette affaire-là. Puis c'est comme si on vient de se réveiller. Ah, faites attention aux véhicules chinois, ils s'en viennent, faites attention. Hey, ça fait ça, ça fait 10 ans qu'on en parle. Et puis en plus, par exemple, du côté de l'étude que je parlais tantôt de Privacy Not Included, beaucoup de données étaient collectées pour donner aux autorités. Par exemple, ils disaient, vos données, on les vend pas à des parties tierces, mais si les autorités américaines, par exemple, canadiennes, vont nous les demander, on va leur donner parce que c'est pour une enquête, quelqu'un qui a été, par exemple, on a vu quelqu'un, par exemple, qui a subi une agression dans un stationnement, puis il y a une caméra de Tesla qui l'a capté. Ben là, la bande a été saisie puis est donnée, puis ça, c'est correct, c'est bon, ça a servi à résoudre un problème, sauf que on peut se servir de ça pour collecter toutes sortes de données, et c'est aux États-Unis, je le répète, au Canada, pas en Chine, là, tu sais, c'est pas des... Imagine avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une autre affaire, parce que maintenant, on a la capacité de traiter des données de manière stratosphérique dans le véhicule et de créer, de prendre des décisions dans le véhicule à cause de l'intelligence artificielle. Je me suis entretenu avec une intelligence artificielle dans un nouveau Volvo, un EX60, là, la semaine dernière au lancement. Ah! Et puis, comment ça? Raconte-nous! C'est parce qu'ils ont installé Google Gemini dans le véhicule, qui est capable de commander certains systèmes dans le véhicule. Et puis, on a déjà des assistants virtuels dans les véhicules quand tu dis, hey Google, change la température à 22 degrés, puis ça va le faire. Maintenant, avec Google Gemini, tu peux avoir plus une conversation. Tu peux dire, hey Google, j'ai froid un peu, fait qu'il va augmenter un peu la température, augmenter la température du siège, puis il va peut-être changer les buses pour mettre un peu plus d'air sur toi, etc. Fait que t'es plus dans l'ordre direct. C'est comme une conversation. T'es dans l'analyse, là, il est capable de lire ton émotion. Parce que dire j'ai froid, c'est comme une émotion. Je veux un café, exactement. Donc, je prendrais bien un café, il sort à la prochaine sortie puis il arrête au Tim Hortons. Il va devenir de plus en plus intelligent, plus je vais lui parler. Par exemple, il va apprendre de plus en plus sur moi. Puis aussi, moi, je lui ai demandé comment t'aimes ton travail, qu'est-ce que tu fais dans le X60. Alors, il m'a énuméré, je suis capable de changer la température des sièges, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Puis en plus, il m'a dit, en anglais, il m'a dit, j'aime mieux ça être ici qu'être dans une salle de serveur. J'ai une belle vue, puis en plus, être sur la route, puis etc. Oui, j'ai même enregistré ça. Je l'ai pas encore téléversé sur le guide de l'auto, mais j'ai enregistré un peu la conversation que j'avais eue. Et puis, c'est... Il y a quelle voix? C'est comme une voix générique là de gars ou de d'un fille? homme dans la trentaine. Ouais. Puis, écoute, y as-tu demandé, trouves-tu que je conduis bien? Ah non, je me suis pas rendu là. Je voulais pas me faire juger. Tu voulais pas qu'il te juge? Non, mais je me suis pas rendu là parce que la conversation, on aurait pu l'avoir pendant vraiment longtemps. Écoute, là, tu jases. Là, tu fais Montréal-Québec, là, ça a 20. Là. L'important là-dedans, c'est que le processeur dans le X60 est tellement performant qu'il est capable de traiter toutes ces données-là, mais dans le background, il traite toutes les autres données qu'il collecte à propos de moi, mes autres conversations, mes destinations, mes préférences, etc. Et c'est fait dans le véhicule, pas à l'extérieur du véhicule nécessairement. Donc, complètement. Va devenir aussi beaucoup plus intelligent avec le temps parce que le véhicule va avoir des mises à jour continuelles. Donc, il va être capable de contrôler plus de systèmes dans le véhicule avec le temps, avec les années, etc. Donc, c'est pas juste ces Volvo, c'est inévitable. Vous allez entendre parler de ça continuellement dans l'industrie automobile. L'intelligence artificielle. Il s'appelle pas Claude, ton passager. Non, mais ça se peut. Il y a d'autres constructeurs. T'as vu ce qui est sorti là, avec Claude, qui est propriétaire. Claude, qui est comme un chat GPT. Je connais. Vraiment un niveau plus avancé, plus complexe, qui appartient à la compagnie américaine Anthropic. Et ils ont suggéré que cette IA-là soit mise sur pause. C'est eux-mêmes qui ont dit, OK, peut-être que si tout le monde est d'accord, on mettrait Claude, notre IA, sur pause. On arrêterait le développement pour le moment, mais il faudrait que toutes les autres soient d'accord pour que finalement, on fasse ce que l'expert montréalais Bengio suggérait il y a 4 ans, dans une longue lettre qui avait été signée par plus d'une centaine de spécialistes en IA qui disaient il faut ralentir. Là, on va tellement vite en matière de technologie, on va se mettre dans le trou. Claude, là, il paraît Anthropic s'est rendu compte que finalement, l'intelligence artificielle a même plus besoin d'humains pour la commander, pour lui dire, pour la coder. Fais ça tout seul. Elle peut apprendre lui-même. Elle peut apprendre elle-même en se réparant elle-même. Elle se répare elle-même, si on le savait, mais elle se code elle-même.
Ça, c'est un autre niveau que tu serais réparé soi-même. Ça, c'est juste comme elle peut décider ce qu'elle fait elle-même. Ouais, donc dans un véhicule, par exemple, elle pourrait dire, ben moi, je prends en charge. Ça ne tente pas d'aller à Outdoor Charge. Ouais, c'est ça. Je prends en charge un autre système dans le véhicule, même si c'est pas dans ma prescription. Je vais dire, non, je vais le contrôler ça. C'est toi qui conduis, mon cher ami. Ouais, ça peut. Écoute, c'est ça. Moi, quand je vois ça, je me dis peut-être qu'on devrait y penser un petit peu. Hey, cher ami, magnifique été devant vous. On va continuer de suivre le guide de l'auto, bien sûr. Louis-Philippe Dubé, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. On en profite pour remercier Antoine, qui est à l'île du Prince-Édouard. Oui. Il est parti faire un tour d'auto. Tu m'étonnes, mes espèces de gars de char. On s'arrête ici. Comme justement, c'est l'été qui s'en vient, on s'est dit, quelle est votre toune d'été? En avez-vous une déjà? On va vous en suggérer avec bonne amie Isabelle Perron et quelques surprises. Restez là, tout le monde. Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Isabelle Perron, chroniqueuse culturelle à Cube 99.5, bien sûr, qui va co-animer l'émission qui va prendre la place de celle-ci à partir de lundi 8 juin. C'est le jour de mon anniversaire. Fallait que je le dise. Bonne fête. Merci. Est-ce qu'on peut souligner cet anniversaire-là? Est-ce qu'il y a des choses de prévues dans l'air? Il y a des choses de prévues dans l'air, oui. Pourquoi t'as une petite face coquine? Ben parce qu'ils ont dû prévoir des affaires. Avoue qu'elle a une petite face comme t'as regardé, hein? Moi, mon anniversaire, c'est comme je l'annonce. Alors, l'émission va être de midi à 15h. Trompez-vous pas, c'est pas 13 à 15, c'est midi à 15. Tu vas co-animer avec Francis Gosselin pour la période d'été. En attendant de peut-être qu'on revienne ou pas. Stand by. Écoute, mais je tiens à remercier tous les gens qui nous souhaitent, qui nous disent merci. Il y a quelqu'un là qui dit, vous m'avez redonné le goût de la radio, d'écouter la radio. Excellente saison, vraiment. Bonnes vacances à vous tous. On continue de travailler un petit peu quand même, mais c'est sûr que je voulais que tu sois là pour cette dernière parce que tu as été partie prenante de cette émission depuis les 2 dernières saisons. Et là, c'est bien sûr, on t'entend tous les matins avec Mario, le chanceux. On voulait parler de toune d'été parce que, je sais pas si vous le savez, mais nous sommes des copines et on adore. On sait qu'on aime la musique. Oui, on adore ça. Puis depuis quelques années, c'est très difficile de cibler la chanson de l'été avec la multiplication des plateformes. C'est vrai. Avant, une chanson d'été, puis ce l'est encore pour moi, mais moins vrai dans les palmarès aujourd'hui. Pour moi, une chanson d'été, ça sent le coconut, ça sent la crème solaire, t'as le goût de boire un pina colada sur le bord de la piscine. Oui. Il y a quelque chose de latin, comme si on avait une vacance dans le sud, même si on travaille tout l'été. Pour moi, ça, c'est une chanson d'été. Mais quand on regarde les dernières années, l'année passée, c'était Ordinary d'Alex Warren. Superbe chanson. Magnifique toune. Mais ça a été ma toune. J'ai adoré. Ça sentait pas le coconut. Pas pantoute. Non. On a eu Espresso de Sabrina Carpenter. On est limite, là. On n'est pas dans le latin, mais c'est pas si mal. Ouais. L'année d'avant, Flower de Miley Cyrus. Excellente chanson. Ouais. Mais on était très loin en 2017 de Despacito. Ça, c'est sûr. Cette chanson-là, pour moi, c'est la dernière qui sonnait été. Ouais. Et dans le temps, on avait la Macarena. Méchant verre d'oreille. C'est fou. Ouais. On a dû prendre une pause de 5 ans, je pense, après, tellement on l'avait entendu. J'espère que tu ne l'as pas sorti. Je te jure, j'ai pas fait ça. Parce qu'on va l'avoir jusqu'à lundi matin. Marianne Bessette, elle me dit, Isa, tu peux pas mettre Despacito dans ça. D'ailleurs, tout le monde a sa chanson d'été. Oui. Toi, Isa, c'est pas nécessairement cette année. Tu as quelques suggestions. Tu n'étais pas capable de choisir tes chansons d'été. Parce que je suis Gémeaux, puis que les Gémeaux, on veut tout. C'est ça, je suis comme Ariane Moffat. Je veux tout. Et les autres aussi. Voilà. Et merci de me souhaiter bonne fête, Caroline de Laval. Écoute, j'en ai quelques-unes. Moi, en ce moment, je suis très Ella Langley. Et dans le sommet des palmarès depuis plusieurs semaines. Choosing Texas, j'adore. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. And judging by the smile that's written on his face, there's nothing. Le country est à la mode. J'adore. Il se pourrait que ça fasse partie des chansons de l'été. Ça, là, tu vois, ça sent pas le coconut, mais imaginez la scène. Les champs de blé d'Inde. Le vent chaud. Le vent chaud. Ça prend du vent chaud. Vraiment. Ça prend des bottes de cow-boy, un pick-up. Ouais. Les fenêtres baissées, des lunettes de soleil. Tu t'en vas au Festival Lasso? Oh, tellement. Non, mais c'est ça, là. C'est ça. Mais elle est fabuleuse. Pour que ce soit une chanson d'été selon Billboard, il faut que ça tourne à la radio, il faut qu'il y ait tant de nombre d'écoutes en ligne, il faut que ce soit tant de semaines au sommet des palmarès. Et présentement, elle est encore dans le top 20. Donc, c'est pas impossible que cette chanson-là, à la fin de l'été, après la fête du travail, c'est là qu'on dévoile les vraies chansons de l'été. Là, on est dans les projections. Ça se pourrait que ta chanson se retrouve dans les palmarès. Ouais. Mais t'en as d'autres. J'en cherchais une en français. Je me sentais mal d'avoir une toune d'une Américaine. Alors, j'ai sorti William Cloutier. Et ça, je pense qu'on peut l'écouter. Je pense que tu vois, regarde. Du vent dans cette
vraiment country, finalement. Mais c'est vrai que le petit cling, 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 cling. Pour chanter sur tous les toits. Là, il y a un remix. Ça vient. Je t'emmène n'importe où pour gagner comme des loups ce soir. Je t'attends au milieu du bar où on dansait autrefois. Tu vois? Oh, c'est bon. Il l'a remixé. C'est hot. Moi, je vous dis, au Québec, c'est peut-être celle-là. Oli, toi, t'as une chanson d'été aussi, mais on est dans une autre direction. Ouais, mais là, écoute, il y en avait plusieurs. Là, j'ai pensé à Bad Bunny, mais je suis comme, on l'a entendu beaucoup récemment. Aussi. Exactement. Ouais, là, mais je suis revenu un peu à l'arrière parce que moi, j'avais écouté le film Maverick Top Gun avec la scène qui sont sur le bord de la plage. Ils jouent au football, les gars sont en chess, là, tu sais. Puis là, je me suis rappelé de Ain't Worried de la part de One Republic. C'est sorti en 2022 et c'était fabuleux. Ça a été la chanson thème de Week-end Radio vraiment longtemps. Ouais, non, mais ça, là, c'est incroyable. T'as envie de mettre tes lunettes de soleil aviateur, sortir de ta veste de cuir. Je pense qu'il faut que tu roules dans un Jeep les fenêtres baissées. Ouais, certainement qu'un petit surf sur le top. Mais les acteurs... Ben oui! Mais ça a marqué, ça, l'été, vraiment. avec ce film-là. Ouais. Là. Moi, j'ai choisi une chanson de cette année. Là. La chanson, je trouve, qui est sortie récemment, qui sent un peu plus l'été que les autres. Ça va avec la Coupe du Monde qui commence la semaine prochaine. Oui. Shakira avec Die Die. C'est pas aussi fort que Waka Waka, mais quand même, pour l'instant, dans les chansons sorties, je trouve que c'est celle qui a un son un peu plus été. All the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it again. Now you get to believe. La chanson de la partie de la chanson qui marche, c'est le die die parce que ça reste en tête. Là. Ouais, exact. Je pense que ça, le verre d'oreille, ça fonctionne. On l'a pas. Non, c'est plus tard. Ça peut prendre des heures avant qu'elle chante Die Die. Elle chante pas assez Die Die dans cette chanson-là. Puis sinon, côté Québec, quoique Corias a sorti un super album, entre autres avec sa collaboration avec Daniel Bélanger, mais je me suis dit non, on est moins dans l'été. Charlotte Cardin, aujourd'hui, nouveauté, super, mais je pense que Classe Moyenne, c'est le groupe au Québec qui nous fait taper du pied pour l'été. Je vis en mode avion depuis lundi, on peut pas me joindre, il faut que je décroche la marde à job, si c'est que je la flush. Je veux caler tout ce que le barman pourra me donner. Le cerveau en congé, les maladies, tellement que je vais doubler juste midi. Je suis en vacances, puis je fais ce que je veux. Ça m'en prend peu. J'adore. Pour être heureux. Moi, j'aime ça parce qu'il s'appelle Classe Moyenne. Ouais. Puis ça me parle. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit, bon, on est le groupe déprimé du Québec. Classe moyenne. C'est une blague avec Classe moyenne. Complètement. Mais quel titre fabuleux. Mais eux autres, l'année passée, ils avaient lancé Classe moyenne. On s'appelle Classe moyenne. Les colocs, c'était déjà pris. Moi, ils m'ont eu à cette phrase-là. J'ai adoré. Ça, c'était beau. Écoute, il y a plein de gens là, qui nous donnent leur tune. Conga de Gloria Estefan. Oui. Ah, ben oui, mais là. Et là, aussi dans la catégorie plus capable, là, on a lancé Despacito. S'il vous plaît, ne plus jamais rementionner cette chanson-là. Il y a aussi le nouveau single Mexico de Jonathan Roy. Personnellement, je ne l'ai pas entendu. Un air d'été de Pierre Bertrand et Summer Paradise aussi qui a joué et qui a joué et qui a joué. Ça, c'est Yannick de Montréal qui nous mentionne ça. Summer Paradise, en plus, il y avait la version française puis il y avait la version anglophone. Il y avait sorti les deux versions à la radio. Mais pour l'instant, ça, c'est nos choix personnels. Oui. Sauf que si aujourd'hui, l'été s'arrêtait, la chanson qui se retrouve présentement au sommet des palmarès, c'est celle de Drake. Avec Janie STFU. Je peux pas vous dire ce que ça veut dire, ce mot-là, mais vous le comprenez. Call my phone and say you need me, baby. I'm so green, you gotta teach me, baby. From Vancouver, you a BC, baby. Pull up, play back, beep, beep, baby. Bon, Drake, c'est le champion des palmarès. Pour l'instant, dans le top 20, il y a plusieurs de ses chansons. Il vient de sortir Iceman. On sait que tout le monde a parlé de ça parce qu'il a fait une espèce de stunt où il y avait un gros bloc de glace à Toronto. Les pompiers ont dit s'en mêler. Et il a pris l'échantillonnage d'une chanson qui existe déjà, qui est sortie en 2011. C'est I Follow River de Likely Lee. Et ça, souvent... Et dans ma playlist. Oui, mais ça, comme on connaît, on a déjà le référent, ça se peut que ça reste au sommet des palmarès parce qu'on est déjà comme à l'aise avec la chanson. C'est bien ça. Ouais. C'est solide.
Je l'avais sorti aussi. Tu vois? Ouais, vraiment. Mais c'est ce que Drake a repris dans sa chanson. Question pour toi, Isa. Est-ce qu'il faut un refrain qui capte, tu sais, un verre d'oreille, en fait? Là? Moi, à ma définition personnelle, oui. Mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai avec... Tu sais, TikTok a changé la façon de faire des palmarès, les réseaux sociaux, le fait qu'on ait tellement de plateformes aujourd'hui. C'est comme si dans les dernières années, on n'avait pas un courant. Il y a tellement de pluralité de chansons aujourd'hui. Je pense vraiment que la dernière chanson qui a mené le bal, c'est Despacito en 2017. Ouais. Après, ça a été très difficile. Mais je la fais pas jouer, je la dis. Oui, mais juste dire Despacito, c'est Non, mais t'as pas sorti notre tune à nous deux? T'as raison, je l'ai pas. Est-ce que Marianne l'a sorti? Je le sais pas. Je m'appelle Josiane Pichet. Et je fais la danse, la forêt, la solitude. La danse, la forêt, la solitude. La danse, la forêt, la solitude. Ceux qui savent. Ça, c'était première saison avec Isabelle Perron. Un buzz web il y a 2 ans. Merci beaucoup, Isa. Merci bien. On va t'écouter dès lundi avec Francis, bien sûr. Mais nous, c'est pas fini. Là, tu t'en vas faire la météo LCN? Oui, dans à peu près. J'ai encore quelques minutes. Ben, reste là. Mais c'est drôle, mais tu sais pas à quel point c'est drôle ton prochain invité. Pourquoi tu après la pause. Oui. OK. Il y a un lien sans que tu le saches. Parfait. Oui. Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Le voilà d'un air si fier, tu regardes et tu espères qu'il ne soit pas né d'hier et hop, au boulot. C'est peut-être ça la toune d'été, c'est Mitsu en remix avec Ya Setida. À vous? C'est vraiment bon, puis c'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui en plus. Oui, et puis toi, t'as tellement chaud qui t'attend à LCN. Vous allez me voir dans 30 Perron, secondes. Merci. Bon été. Merci à vous autres aussi. Merci, Isa. Et puis là, on se voit bientôt. On se voit cet été. Ben oui, parce que là, notre surprise, puis là, Isabelle pourra pas faire le lien, fait que là, tu me disais, il y a quelque chose, il va faire ta météo à LCN. Voyez-vous comment ça marche ici? Nous sommes full synergie. Voilà. Mais bref, Fred Bastien, bonjour merci. Isabelle, tellement content de te voir. Oui, c'était évident pour moi qu'il fallait que tu sois à cette émission, parce que jusqu'en février, avant qu'Olivier Guillet arrive, c'était toi qui étais ici. Oui, avec grand bonheur. Voilà. Puis Olivier fait un super travail. Quel privilège d'être assis dans le coin. Avec plaisir. N'importe quand, regarde, on se fait des high five. On voulait te remercier et puis on voulait que tu sois là. On voulait connaître ta toune d'été. Oui. On voulait savoir comment ça va, la vie de jeune papa. C'est extraordinaire. Évidemment, tout le monde, c'est beaucoup de défis, mais c'est extraordinaire. Moi, la petite boule d'amour qui s'appelle Estelle, là, qui me fait des sourires, qui rit, qui travaille sa voix le matin à 5 heures. Je voulais que tu l'amènes, mais là, elle est au zoo avec sa maman. Oui, elle est partie au zoo aujourd'hui. Ça vient une autre fois, je vais l'amener en studio avec grand plaisir, mais là, elle avait déjà elle a l'horaire plein quand même. Non, mais attends, c'est un bébé. Le petit bébé, il est occupé. Là. Vraiment. Elle va voir Salut Bonjour la fin de semaine à Québec. Elle écoute Isabelle à la radio. Là, j'espère bien. Dans l'auto, j'espère bien. Là, on a fait écouter toutes sortes de tunes, puis les gens nous disent aussi quelles sont leurs chansons préférées. On voulait connaître. Toi, il y a Étienne de la Montérégie qui dit... Il dit Fred avec 6 points d'exclamation. Hey, salut Étienne. Merci à tout le monde là, qui me salue. Je suis tellement content d'être ici. Puis d'ailleurs, veux-tu entendre ma chanson de l'été? J'ai avec mon exclusivité de nouvelles pour ceux qui sont contents de me retrouver. Mais on y va avec Donalda, c'est fou. C'est un groupe assez émergent. Il vient d'être signé chez Bon Sound. C'est Florence Lafontaine et Olivier Martin-Fréchette qui font de l'électro assez déconstruit. Il y a une bonne couche de théorie musicale là-dedans, mais très francophone, très québécois. Ça donne envie de bouger. On écoute C'est fou. C'est bon? Alors on voit des photos d'Estelle pour ceux qui nous voient à la télévision et sur Internet. Estelle qui a eu son premier Baitful. Merci. Ben oui, c'était pendant une game du Canadien. Oui, exact. Je suis allé voir à l'extérieur là, avec le bébé. Là, je protégeais ses oreilles avec mes mains. Elle aime beaucoup voir les gens quand même. Là, ton exclusivité, t'as 10 secondes. Rapidement, je serai cet été à l'émission d'Isabelle Perron.
avec et Francis Gosselin à 14h25 pour une chronique tous les jours. Donc, à peu près à cette heure-ci, tu seras en train de parler. Tu vas parler de quoi? BuzzWeb, ce qui se passe en culture pop, ce qui se passe sur Internet, puis bien sûr, une petite opinion, une petite éditoriale est si vite arrivée. Là. Des fois, j'aime ça m'ostiner avec Francis puis avec Isabelle, donc on verra ce que ça donne. Ça va être super. Fred Bastien. Je suis tellement content de retrouver ce studio, content de retrouver toute l'équipe, puis on va se voir tout l'été. Fred Bastien, merci beaucoup. Olivier Guillet, ce fut un grand plaisir. Vraiment, merci, on a jasé de sujets. Vraiment. On a un brûle de sujets ici. Merci à toute l'équipe. Je tiens à vous nommer. Merci Hugo qui était là aujourd'hui. Florence Lamoureux, Marianne Bessette à la recherche, à la technique. C'est Sébastien Laperrière, à la mise en ligne Maxime Troulot. Merci à Jessica, bien sûr, qui est là. Et c'est tout pour nous, pour aujourd'hui. Je vous souhaite un magnifique été. Je vous embrasse fort, fort, fort. À très bientôt, tout le monde. Kid.